112, 109. Pascal, the three. Good! All-star. Swatted by Boucher. Chris soaring in, finger roll. Little French pastry right there. Gotta love it. Bonjour. Mikey. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce Dino Talk, le grand format. La voici, la présentation, la preview de la saison 2023-2024 qui débute ce mercredi pour les Raptors qui accueillent les Minnesota Timberwolves. Et pour parler avec moi de cette saison à venir des Raptors, je reçois Alexandre, Alex de Raptors France, de dinotalk.com, Alex toujours sur tous les fronts. Salut à toi Alex. Salut à tous, salut Mike, très heureux d'être là et de pouvoir nous remettre dans le bain tranquillement d'ici le début de la saison. On a eu le temps un peu de se remettre dans le bain avec une pré-saison qui a été riche en enseignements. On va tout de suite regarder le sommaire du jour. On va commencer avec, bien évidemment, bienvenue dans l'ère Darko Rajakovic. On va faire un petit focus sur le nouveau style de jeu de l'entraîneur et on va en profiter pour faire un petit peu le retour sur les matchs de préparation, puisque c'est à l'occasion de ces matchs de préparation qu'on a pu un petit peu voir comment allait jouer l'équipe. Ensuite, la saison en question. On pourra faire le tour un petit peu de toutes les questions importantes sur la saison, certainement joueur par joueur également, pour essayer de voir un petit peu ce que chacun a à nous proposer cette année, quels sont un peu les enjeux également pour chaque joueur. On le rappelle, il y a pas mal de joueurs qui sont en fin de contrat à la fin de l'année, donc pas mal de questions autour de tout ça. En troisième quart-temps, on va revenir sur, comme on fait chaque année maintenant, les scénarios de la saison. Un scénario plutôt pessimiste, quelle serait la pire saison possible pour les Raptors? Un scénario à l'inverse optimiste, qu'est-ce qu'on pourrait attendre de mieux si tout va bien dans le meilleur des mondes? Et un scénario plus réaliste, même si on va essayer de faire en sorte que les scénarios pessimistes et optimistes soient quand même plutôt réalistes, qu'il y ait une possibilité qui se produise, mais malgré tout, on va faire un scénario plus réaliste. Qu'est-ce qu'on attend réellement de cette saison des Raptors? Et pour finir, on fera le petit jeu au-dessus, au-dessous. C'est bien sûr inspiré du over-under que font beaucoup les anglophones en ce moment pour traiter des statistiques qui sont au cœur de la saison des Raptors. Est-ce que Siakam, par exemple, va mettre plus ou moins de 22 points? Ça nous permettra, au-delà de faire des prédictions, surtout de discuter ces différents cas. Donc voilà, on a fait le tour du sommaire du jour. Et ben, on va démarrer avec le premier quart-temps. Le premier quart-temps, c'est parti. Alex, je te donne la parole. Bienvenue dans l'ère Rajakovic. Qu'est-ce que tu retiens de cette pré-saison? Et d'abord, si tu dois faire un peu un portrait du style de jeu de cet entraîneur, qu'est-ce que tu retiens de Darko Rajakovic sur son discours, ses premiers matchs? Comment tu le décrirais? La première chose, moi, qui me satisfait, c'est sa déclaration. Alors évidemment, ça reste des mots. On attend de voir que ça se suive dans les matchs et dans le reste de la saison, mais sa volonté de jouer à 9-10 joueurs tous les soirs, ça va nous changer de Nick Nurse qui nous faisait jouer Pascal Siakam et Fred VanVleet parfois près de 40 minutes sur plusieurs soirs d'affilée. Donc ça, pour moi, c'est une bonne chose, surtout qu'on a un groupe de joueurs, je dirais, très homogène. C'est-à-dire que si on a un groupe de 6, peut-être 7 joueurs très ancrés en NBA qui peuvent prétendre à des places de titulaires quasiment partout, on a la deuxième partie du banc est constituée de joueurs, je dirais, très homogènes et qui peuvent tirer leur épingle du jeu. On va en parler quand on présentera le roster plus en détail. Donc, pour moi, c'est une première bonne chose. Et puis, effectivement, on a un entraîneur qui arrive avec la réputation de ne pas avoir peur de faire confiance aux jeunes joueurs, de les aider à se développer, etc. Donc, vu le groupe qui est quand même composé de joueurs, je n'ai pas en tête la moyenne d'âge de notre effectif, mais on a quand même un groupe composé de jeunes joueurs, de relativement jeunes joueurs. Je rappelle que Giannobi doit avoir que 26 ans de mémoire, ce qui est encore très jeune pour un joueur NBA. Donc, c'est plutôt une bonne chose. On attend de voir que ça se traduise sur le terrain au fur et à mesure que la saison avancera. Ouais, je vais rebondir sur ce premier point. Après, je te lancerai sur un deuxième.
Tout à fait. En tout cas, il y a une volonté d'élargir la rotation. Il a dit qu'il voulait utiliser une rotation à 10 joueurs. Donc ça, c'est vraiment à l'opposé de Nick Nurse. Mais je pense que ça va être un peu le thème récurrent de ce premier quart-temps. C'est que, en fait, la philosophie de Darko Rajakovic va dans quasiment tout à l'opposé de ce que Nick Nurse présentait par le passé. Alors, il ne s'agira pas pour moi ici de dire que c'est mieux ou que c'est pas mieux. En tout cas, on va voir ce que ça donne. Mais il y a certaines choses qu'on avait vues avec Nick Nurse, en tout cas, sur lesquelles on se disait il faut du changement. Et cette volonté d'élargir la rotation, on sait, hein, les Raptors, il y a des chiffres qui sont terribles qui ont été donnés par Blake Murphy dans le Raptors Show. Les Raptors ont fait jouer leur starting five plus de 25% de temps par rapport à l'équipe qui est deuxième, juste derrière eux. Et c'est sur les 5 ans de Nick Nurse. Et par rapport à la moyenne de la ligue du temps du 5 majeur, les Raptors de Nick Nurse ont fait jouer leur 5 de départ en moyenne 85% de plus. Donc c'est un truc assez énorme et on sentait qu'il n'y avait pas de confiance forcément dans le banc et que les titulaires souvent arrivaient un peu grillés à la fin des matchs. On peut reprocher à certains joueurs de ne pas être clutch à la fin, mais c'est clair que quand tu as 40-42 minutes dans les jambes, c'est plus compliqué que lorsque tu en as 32 ou 35. Donc ça va être un point, tu as raison, qui va être extrêmement intéressant à suivre. Je vais en ajouter un. Si on part dans le fait que Darko Rajakovic s'écarte de Nick Nurse, une volonté de se passer la balle, est-ce que ça c'est quelque chose que tu as remarqué aussi, une attaque basée sur le mouvement, contrairement à Nick Nurse qui utilisait beaucoup l'ISO. Vraiment, on a vu avec Darko Rajakovic qui a présenté son attaque 0,5 secondes. Donc, c'est un peu ce que font les Spurs de Popovic, également les Warriors. C'est vraiment prendre des décisions rapidement. C'est pas forcément faire une passe en moins de 0,5 secondes comme on pourrait le croire. C'est juste prendre la décision rapidement en fait pour ne pas laisser la défense se mettre en place tout simplement. Et ça, je pense que ça peut bénéficier à plein de joueurs de notre effectif qui ne sont pas forcément des très bons joueurs en isolation. Qu'est-ce que tu as pensé de ça, du mouvement de balle sur ce début de saison, sur cette pré-saison? Pour moi, c'est une très bonne chose parce qu'on n'a pas non plus, on n'a pas un effectif de joueurs extrêmement dominants en isolation, en tout cas pas au large du cercle. Maintenant, je vais être un petit peu plus mesuré, dans le sens où oui, ça a très bien fonctionné en pré-saison, puisqu'on est invaincu. On arrive avec un bilan de 4 victoires pour 0 défaite en pré-saison. Bon, déjà, sur ces 4 matchs, il y en a un contre une équipe australienne qui, sans leur faire offense, n'était juste pas du tout du même acabit. Et puis, bah, surtout, ça restait de la pré-saison. Donc, c'est mignon, ça joue tranquillement et tout, un peu calme. Ça veut aussi éviter de se blesser. En tout cas, moi, c'est quelque chose qui m'a frappé. C'est la première fois, j'ai trouvé dans cette pré-saison que c'était relativement sage. Ça prenait pas trop de risques, j'ai trouvé. J'attends de voir les premiers matchs de saison régulière où bah, ça va être un peu compliqué, où les décisions vont être mauvaises. Est-ce qu'on va pas retomber trop vite dans une espèce de hero ball où tout le monde veut un peu tirer son épingle du jeu et sauver la franchise à lui tout seul? On garde en tête les déclarations estivales de Masai Ujiri qui a critiqué beaucoup les joueurs en disant qu'ils avaient été égoïstes. Je ne pense pas que ce soit le cas de manière constante. Je ne pense pas que ce soit volontaire. Je ne pense pas que Siakam ait voulu faire une saison de ouf. Je ne pense pas que Van Vliet ait voulu faire une saison de ouf. Je ne pense pas que Gary Trent Jr. ait voulu tirer la couverture à lui. Mais voilà, j'ai hâte de nous voir dans l'adversité, quand l'équipe en face va vraiment répondre, quand on va être en vraie difficulté. Où est-ce qu'on va aller chercher cette espèce de second souffle et est-ce qu'on va réagir collectivement? Est-ce qu'on va se dire OK, on baisse, on continue, on garde la tête froide et on joue continuellement notre jeu, on progresse. Tant pis si ça marche pas, mais on va progresser de toute façon. On va y venir. C'est pas comme si on était une équipe candidate au titre cette année, encore une fois. Donc l'objectif est surtout de travailler et qu'on puisse voir une vraie différence avec la saison dernière, en tout cas dans l'attitude. Ouais, tout à fait. Sur cette pré-saison, on a vu que la plupart des équipes ne faisaient jouer leurs 5 de départ que jusqu'au troisième quart-temps. Et comme tu le dis, on n'a pas eu forcément des fins de match où on a besoin d'avoir les titulaires sur le terrain et de voir comment ils gèrent ça face aux autres 5 titulaires. Donc,
ça reste des questions en suspens auxquelles la pré-saison n'a pas répondu, mais c'est plutôt logique. En tout cas, tu as raison. Il y a des choses intéressantes dans ce mouvement de balle, mais il y a aussi des choses qui, pour l'instant, n'ont pas forcément bien marché. Darko Rajakovic a parlé de faire jouer beaucoup Jakob Poeltl et de manière générale les pivots en tête de raquette et faire passer le jeu par eux. Par exemple, je trouve que ça n'a pas forcément été une grande réussite. J'ai pas vu beaucoup de cuts, par exemple, en backdoor ou de choses comme ça qui ont super bien marché. Il y a des petits flashs, mais c'est pas non plus encore. Tu sens que c'est pas encore rodé, surtout que Jakob Poeltl a raté 2 matchs de pré-saison, donc en plus, on n'a pas eu l'occasion de le voir pleinement dans ce rôle. Dans le dernier match à domicile contre les Wizards, il a pris rapidement 2 fautes, donc il n'a pas non plus été là sur le terrain en permanence. Donc c'est vraiment compliqué à évaluer, mais ce qu'on peut voir quand même, c'est que le fait d'avoir la défense adverse toujours en mouvement, ça va certainement créer plus de possibilités pour Siakam et pour les autres en pénétration. S'il y a une grande différence avec la saison dernière aussi à noter, c'est vraiment que Darko Rajakovic met l'accent sur le jeu près du cercle et le 3 points. On a très très peu de tirs à mi-distance en comparaison par exemple à Nick Nurse. Et ça, je pense que ça pourrait être bénéfique à tout le monde niveau réussite tout simplement. Et on a vu aussi des Raptors qui vont chercher bien plus de lancers francs. Donc à voir comment ça va se passer au long de la saison. Les équipes adverses vont s'adapter aussi. Et puis on sait très bien que l'un des problèmes qui reste majeur dans cette équipe, c'est le tir de loin. Et que les soirs où il n'y aura pas de tir de loin, ça va s'annoncer compliqué de toute façon. Ça, je pense qu'on est d'accord là-dessus. Ensuite, je voulais, pour finir, parler de la défense. Qu'est-ce que tu as pensé de cette défense de Darko Rajakovic qui est beaucoup plus conservateur? Lui, il part du principe d'abord que chaque joueur doit garder son adversaire direct. On a vu extrêmement peu de switch, même s'il a dit que ça allait être quelque chose qu'il allait utiliser. Mais lui, il trouve que c'est plus un ajustement que quelque chose qu'il veut utiliser à plein temps. On pourrait dire ça comme ça. Qu'est-ce que tu as pensé de la défense des Raptors sur cette pré-saison? Et moi, j'ai l'impression quand même que ça met plus en avant les qualités défensives des gros défenseurs de notre équipe. On a vu des excellents passages de Siakam sur des défenses en 1 contre 1. Et puis, bien sûr, Oji Anunoby qui a lockdown Jordan Poole sur le dernier match. Ça reste que de la pré-saison, mais je trouve que c'est encourageant. Qu'est-ce que tu en as pensé? Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est quelque chose, à la limite, j'ai même vu plus de progression sur l'aspect défensif que sur l'aspect offensif sur cette pré-saison. L'année dernière, on était vraiment dans les tentatives d'interception à outrance. C'est encore un peu le cas sur Gary Trent Jr., j'ai trouvé, qu'il a encore cette tendance à se jeter un peu sur les lignes de passe. Alors, si ça marche, c'est génial parce que derrière, c'est des points quasiment gratuits à chaque fois. Mais si ça marche pas, ça crée le décalage et ça peut déséquilibrer l'équipe. Donc, il faudra pas en abuser. Mais effectivement, cette philosophie on garde son joueur devant soi et on reste calme. On veut pas, on devrait éviter de concéder des points trop facilement. Et c'est une bonne chose pour moi. Et surtout que c'était quelque chose que je critiquais beaucoup l'année dernière, c'est que quand on est dans un trou noir offensif, qu'il n'y a aucun shoot qui rentre, qu'il n'y a rien qui va, mon regret, c'était qu'on perde un peu cette identité de OK, vous marquez pas de panier, nous, on n'arrive pas à marquer, mais alors vous allez galérer aussi de l'autre côté. Et ça, pour moi, c'est quelque chose de très important parce que les shoots ne rentrent pas, ça peut arriver un soir, voilà, il n'y a rien qui rentre, il n'y a rien qui va. OK, on le sait, une saison, c'est très long. Un soir sur l'année, ça peut arriver qu'il n'y a rien qui aille dans le bon sens. Mais au moins, défensivement, il faut une implication de chaque instant. Et le fait qu'on revienne un peu, qu'on n'essaye pas de faire quelque chose de trop flashy ou de trop risqué, qu'on reste vraiment sur nos bases. L'objectif est de rester sur ses appuis et de conserver son adversaire direct en face de soi. Pour moi, c'est une très bonne chose, surtout qu'on a les joueurs pour. Enfin, je veux dire, Oji Anunoby fait partie des meilleurs défenseurs de la ligue. Pascal Siakam est aussi très très bon et est capable de défendre sur plusieurs postes lui aussi. Schroeder m'a beaucoup surpris, je dois reconnaître. Défensivement. Donc voilà, je suis sûr que Gary Trent Jr. a plus aussi à fournir dans cet aspect-là que ce qu'il a montré jusque-là. Donc non, pour moi, c'est une très bonne chose et c'est quelque chose que j'espère voir encore plus durant la saison régulière. Ouais, et puis un joueur qu'on n'a pas cité, mais qui nous doit une revanche défensivement, mais à mon avis, qui va bénéficier de ça aussi, c'est Scottie Barnes. Et on l'a déjà vu, il est assez énorme dans cette pré-saison en jouant parfois pivot, parfois sur le meneur, mais l'année dernière, on avait l'impression qu'il avait tendance à monter trop haut.
à chaque fois parce que c'était les consignes de Nick Nurse de mettre la pression. Donc ça a marché, les Raptors étaient la meilleure équipe aux interceptions, mais de l'autre côté, dès que le joueur se faisait passer, ça créait des décalages et on a vraiment l'impression d'avoir un Scottie Barnes dans cette pré-saison déjà bien plus solide en défense, bien plus à l'image de ce qu'on avait vu sa première saison, parce que l'année dernière, il est passé parfois même pour un défenseur assez médiocre, alors que on sait tous que c'est pas le cas. Il a une longueur, il a des qualités athlétiques et il a une capacité à rester devant des joueurs qui est pour moi en dessus de la moyenne. Et là, on l'a vu sur cette pré-saison, c'est bien différent. Alors les joueurs également, on a vu que par contre, ils ont vraiment encore des habitudes de switch. Et parfois, il y a des petites mésententes sur le fait que, mince, je ne devais pas switcher à ce moment-là. Ils ont encore ces réflexes, mais c'est normal, c'est 5 ans de réflexes. Donc, il va falloir petit à petit les gommer, mais ça va venir, je pense. Ça commence déjà à être très intéressant. Et je voulais souligner quand même, malgré tout, ne pas faire passer Darko Rajakovic pour un simpliste en défense. Il a vraiment précisé que les défenses de zone, le switch, les aides, les trappes, c'est quelque chose qui va venir en fonction des adversaires à certains moments du match. Donc, faut pas non plus croire que Darko Rajakovic, c'est Budenholzer avec un seul type de défense et qu'on va voir ça toute la saison. Je pense qu'il en garde, sous sa manche pour nous proposer plus de choses. Est-ce que tu vois un autre aspect de Darko qui diffère de Nick Nurse ou une autre chose qui t'a marqué que tu voudrais mettre en avant? Pas particulièrement, mais c'est vrai il y a quand même quelque chose, à mon sens, de positif quand on a eu cette fin de saison qui s'est vraiment très très mal terminée, qu'on a eu toutes les sorties médiatiques de Nick Nurse très très particulières, son renvoi, etc., et tout ce qui est sorti dans la presse derrière. Voir des joueurs qui parlent avec Rajakovic beaucoup. On a vu Schroeder, on a vu Scottie Barnes, on a vu Gary Trent Jr. aussi qui l'a dit dans la presse que c'était quelque chose qui lui plaisait beaucoup. Ça fait du bien et pour moi, c'est quelque chose qui va se sentir sur le parquet, obligatoirement. Je ne dis pas qu'on va dérouler, hein, mais il y a l'air d'avoir un côté, c'est bon, la tempête, elle est passée. Ce qui s'est passé l'année dernière, bah, c'était l'année dernière et maintenant on regarde tous vers l'avant, on tire tous dans la même direction. Donc pour moi, c'est une bonne chose. Je ne dis pas que Rajakovic est le seul responsable de ça, mais c'est vrai qu'on a l'impression que avec le départ de Nick Nurse, une nouvelle page s'ouvre, un nouveau staff aussi. Donc non, on a hâte de démarrer cette saison. On a vivement mercredi. Ouais, c'était mon dernier point, c'était le relationnel avec les joueurs, avec le staff, avec les journalistes, avec les arbitres. On sent que Rajakovic, il est proche de tout le monde. Ça se sent quand on va au centre d'entraînement, hein, il vient voir régulièrement n'importe qui en fait, même les gens de la sécurité et tout. Il est vraiment très, je sais pas comment dire en français, mais caring. Vraiment, il prend soin des gens, il prend des informations, il est vraiment à l'écoute et il montre qu'il s'intéresse à tout le monde. Et ça, je pense que c'est une grande différence avec Nick Nurse qui a une réputation, et je pense qu'elle n'est pas erronée, de ne pas être très bon dans les relations. On a vu ce qui s'est passé avec ses assistants l'année dernière, hein. Il y a eu l'histoire avec Earl Watson qui a été privé d'un déplacement. Il n'en avait même pas notifié Masai, si ce n'est par un email. Donc, c'était assez étrange. Donc, voilà, on voit du relationnel avec tout le monde. Gary Trent Jr., comme tu l'as dit, qui a déclaré qu'il n'avait jamais autant parlé avec un coach que lui sur toute sa carrière NBA, alors qu'il était avec lui depuis même pas 2 semaines peut-être. Donc ça, c'était vraiment très intéressant. Et l'autre point dans le relationnel, si j'ai mentionné les arbitres, je trouve que les Raptors sont beaucoup plus sereins avec un entraîneur sur le bord du terrain qui n'est pas sans cesse en train d'invectiver les arbitres. On va voir sur le cours de la saison, bien sûr, mais on se souvient, les Raptors l'année dernière qui avaient quand même développé une réputation d'être toujours en train de râler contre l'arbitrage, toujours en train de se plaindre. Et ça venait également de Nick Nurse, qui était l'entraîneur qui a pris, je crois, le plus de techniques. J'ai pas réussi à trouver le chiffre exact, mais il me semble bien que c'était lui. Donc, je Il en trouve a qu'il pris pas mal. Ouais. y a de la sérénité qui s'est installée. Qu'est-ce que tu en penses pour conclure ce premier quart-temps? C'est pas faux. Maintenant, encore une fois, l'année dernière, effectivement, il n'y avait rien qui allait dans le bon sens. Donc, je peux aussi comprendre une certaine forme de lassitude, de frustration, de peut-être même un espoir de presque tout tenter de façon désespérée pour essayer de trouver un peu de positif ou d'influer de manière positive sur le cours des événements. On verra encore une fois le jour où on sera, alors pas au fond du trou, mais peut-être dos au mur, tu vois, le jour où il y a un road trip un peu compliqué, une série de défaites, peut-être une blessure. Enfin, voilà, on verra dans l'adversité. C'est pas ce qu'on souhaite, évidemment. On souhaite que tout se passe bien, mais
voilà, les points positifs sont là. Ça aurait été difficile d'espérer meilleure pré-saison, je pense. Au-delà du bilan, au-delà du jeu produit, on a une impression de positive attitude en fait autour de ces Raptors. Et on arrive avec des forces qui sont certes peut-être limitées, mais une certaine confiance, une certaine envie et un optimisme qui fait plaisir à voir. Donc, on espère que ça durera le plus longtemps possible. Et de toute façon, on sait bien que c'est aussi sur ces périodes où tout va bien qu'on construit un certain mental, qu'on construit une confiance, un collectif pour se préparer à affronter une potentielle tempête en milieu de saison. Ouais, et j'oubliais un truc pour terminer, ce ne sera pas mon dernier point, celui sur l'attitude. Le sentiment vraiment que quand même si l'attaque de Darko se veut collective, on a quand même l'impression que Scottie Barnes, il est au milieu de tout. Que ce soit dans le fait qu'il ait plus des responsabilités balle en main, mais aussi on voit quand même dans les instants compliqués que le ballon lui revient. Donc ça, c'est une chose positive. Qu'est-ce que tu as pensé de sa pré-saison aussi? On a vu adroit à 3 points, agressif, bon en défense, capable de jouer sur différents postes. Pour l'instant, c'est 100% positif. En dehors de cette petite blessure qui, a priori, n'est pas grave selon Darko sur la conférence de presse d'après-match. Mais qu'est-ce que tu as pensé un petit peu pour terminer de cette volonté, malgré tout, de mettre Scottie Barnes au centre de l'attaque? On s'y attendait et presque envie de dire tant mieux. C'est à mon sens ce qu'il faut faire. De toute façon, c'est ton joyau, ta pépite et l'avenir de la franchise passera par lui. De toute façon, je ne vois pas comment ça pourrait ne pas être le cas. Donc c'est une bonne chose. Après, voilà, je regarde les matchs à la télé, j'ai pas accès aux entraînements comme toi, où je suis pas dans la salle, etc. Mais c'est vrai que, en tout cas, la couverture médiatique et vidéo durant les matchs, c'est vrai qu'on a l'impression que Scottie Barnes est mis en avant et accepte cette mise en avant. Il est vocal, il est présent, il parle beaucoup, mais de manière positive, je trouve. Donc c'est une bonne chose. Et effectivement, si dans le jeu, de toute façon, ce sera très difficile pour lui de faire pire que la saison 2, hein, de toute façon. Ouais. Et dans l'attitude, je trouve qu'on l'a aussi retrouvé plus enthousiaste que la saison dernière. C'était vraiment la grande différence. C'est ce qu'on avait remarqué lors de sa saison rookie, c'est qu'il était vraiment là avec toujours la bonne humeur, toujours le sourire. On se rappelle je ne sais pas si tu te rappelles de quand il entrait pour l'échauffement, il était toujours le premier à sprinter et même une fois il était tombé. Il est tombé, ouais. C'était assez drôle, mais l'année dernière, on n'avait pas vraiment retrouvé trop ça. Donc après, c'est peut-être la logique aussi de rentrer dans la routine de la NBA, mais quand Bien même, sûr, c'est quelque chose qu'il faut qu'il apprenne à gérer. Et j'ai presque envie de dire, cette année, ce sera donc sa troisième saison. J'ai l'impression qu'il est encore dans un autre état d'esprit. Il y a un côté un peu revanchard, un peu ah ouais, mon année de sophomore, elle vous a pas convaincu. Je sais que j'ai pas été au niveau. Bah, maintenant, vous allez me voir et je vais. C'est tout ce qu'on souhaite en fait. On veut, de la part de quasiment tous les joueurs de l'effectif, de toute façon, on veut cet esprit de. On sait qu'on n'a pas été au niveau qui était le nôtre l'année dernière, collectivement et individuellement. Et cette année, on est là et on débarque avec de bien meilleures intentions et la volonté de nous dire non, mais Toronto, ça va pas tanker, quoi. Donc c'est une très bonne chose. ouais, je pense qu'au final, il faut que Scotty trouve un juste milieu entre l'enthousiasme de la première année que tu peux pas conserver toute une carrière de toute façon et un peu la morosité de l'année 2 s'il peut trouver un juste milieu et comme tu dis avoir cet esprit revanchard. Mais en fait tout ce qu'on lui demande honnêtement parce que on a vu les flashs la saison dernière sur certaines fins de match où vraiment il prenait les choses en main, il osait, il était agressif. En n'étant pas mis dans les meilleures conditions, parce que c'est vrai qu'avec Nick Nurse, il y avait très peu au final de systèmes qui lui étaient désignés. En fait, c'était un peu, on l'avait dit lors de sa première saison rookie, c'est qu'il tournait à 15 points par match en n'ayant pas grand-chose pour lui au final. Et cette année, l'attaque de Darko, qui en fait n'est pas dessinée pour un joueur, mais dessinée pour permettre à tous les joueurs d'être à l'aise dedans, je pense que ça peut vraiment lui être bénéfique. Et on a déjà vu depuis le départ là qu'il se montre agressif dès le début des rencontres, il prend ses tirs. Les soirs où ça rentrera pas, c'est pas grave en soi, mais tant qu'on le voit agressif et juste moi, perso, ce que je veux plus voir, c'est Scotty transparent pendant tout un quart-temps, en fait. Ou même des fois pendant 3 quarts-temps, et tu le vois à la fin sortir son chapeau, et tu dis, bah mince, s'il avait été comme ça à peu près tout le temps, et ben on aurait gagné.
Après, il a parlé de sa préparation physique, que la saison dernière, il s'est dit qu'il n'était pas assez en forme athlétiquement. Apparemment, il a mis l'accent là-dessus cette année, donc ça s'annonce très bien. Ouais, mais ça, c'est pareil aussi, hein, ce côté, on passe un peu au travers pendant 2 quarts-temps et demi, 3 quarts-temps. C'était collectif, hein. Combien de fois l'année dernière, on a vu Toronto mal démarrer, galérer, et puis soudainement, en deuxième mi-temps, tiens, ça revient, l'écart se réduit. Et début du quatrième quart-temps, on se dit, bah ouais, mais si on avait joué comme ça depuis le début, on n'aurait pas eu besoin de forcer pour revenir, de faire cette remontada et au final d'échouer à quoi? 3 possessions. Donc c'est collectif, mais ça passe. C'est vrai que Scotty Barnes va aussi devoir trouver, c'est normal, hein, il passe par les étapes de découverte de la NBA, c'est que sa troisième saison. Donc voilà, tout aussi talentueux qu'il est, il passe par les mêmes étapes que tout le monde. Donc voilà, après, ce sera aussi à nos vétérans de l'encadrer et de lui faire comprendre ça. Peut-être qu'il n'était pas dans le bon état d'esprit l'année dernière. On a eu cette petite altercation avec Tadeusz Young, qui fait partie de ces vétérans qui ont une expérience en NBA, qui ont beaucoup joué et passé beaucoup de temps dans cette ligue. Donc voilà, il grandit, il prend du plomb dans la tête aussi, autant sportivement qu'intellectuellement. Donc c'est une bonne chose. Parfait, on va conclure ce premier quart-temps là-dessus et on va enchaîner après une petite pause sur le deuxième quart-temps, la saison des Raptors en question. À tout de suite. Le deuxième quart-temps et cette saison en question, toujours avec Alex. Alex, première question. Est-ce que tu peux me dire un peu pour toi quelles sont les forces et les faiblesses du 5 de départ des Raptors? Alors pour commencer, rappelons-le, puisqu'il semble s'être dessiné, même si Darko Rajakovic a dit qu'il prendrait sa décision après le dernier match. Ça se trouve, il va nous faire refaire toute cette partie-là d'ici quelques temps en déclarant son 5 de départ lors d'un entraînement. Mais je pense qu'on peut être certain déjà de 4 joueurs, du front de courte, Siakam, Poltel, OG Anunoby ou Scotty Barnes, on met qui on veut. OG Anunoby et Barnes de toute façon. Et ensuite, pour l'instant, Dennis Schroeder qui semble accompagner ces 4-là. Quelles sont un peu pour toi les forces et les faiblesses de ce 5 de départ? En fait, les deux sont liés, c'est-à-dire qu'on a clairement un front de courte solide, dans le sens où entre Poeltl, Siakam et Scotty Barnes, ça sait marquer des points dans la peinture, ça sait prendre des rebonds, ça sait défendre. Là-dessus, on est assez serein, je dirais. Par contre, le point négatif, ça va forcément être le spacing, parce qu'on a un Jakob Poeltl qui ne shoot pas du tout. Donc, effectivement, tout de suite, c'est un problème, parce que quand on a à côté de lui Pascal Siakam et Scotty Barnes, qui sont capables d'en rentrer, hein, je ne dis pas le contraire, mais qui sont loin d'être connus pour leur distance et leur faculté de marquer, notamment derrière la ligne à 3 points. Donc c'est quelque chose qu'il va falloir gérer. On a un Oji Anunoby qui est, lui, capable d'en mettre à de bons pourcentages, mais qui n'est pas vraiment encore, comment dirais-je, maître dans l'art de se créer son propre shoot, c'est-à-dire qu'il va en rentrer dans le corner quand il va être bien trouvé. Il peut en mettre aussi en fin d'horloge quand il n'a plus vraiment le choix. Mais voilà, sinon, effectivement, du côté spacing, c'est probablement l'une des principales difficultés de ce 5 de départ, je dirais. Tout à fait, Oji qui est un spécialiste du catch and shoot, mais qui n'est pas un shooter en pull-up. De toute façon, je ne pense pas qu'on en ait dans cette équipe en dehors de Gary Trent Jr. Le rôle de Schroeder, je voulais avoir aussi ton avis un petit peu là-dessus. Donc, il semblerait, de toute façon, l'objectif est de mettre la balle dans les mains de Scotty Barnes, mais il semblerait quand même que Darko se soit dit, pour l'instant, je ne peux pas me permettre d'avoir Scotty Barnes en meneur de jeu. J'ai besoin d'avoir quelqu'un qui peut gérer l'attaque de manière primaire ball handler, primary ball handler, comme on dit en anglais, même si on a vu beaucoup, quand même, malgré tout, je trouve, de Dennis Schroeder qui monte la balle, qui met en place les choses, mais qui ensuite joue beaucoup loin du ballon, en fait. C'est juste un peu, je pense, pour soulager, pour l'instant, Scotty Barnes, d'avoir à remonter la balle en soi, parce qu'on le voit quand même qu'il est mis en avant dans les systèmes de jeu, avec Siakam, dans cette attaque en mouvement. On voit quand même, malgré tout, je trouve que Dennis Schroeder et Jakob Poeltl
rentrent bien dans ce système-là parce que ce pas des joueurs qui nécessitent la balle. Même Oji qui au final n'est pas trop utilisé balle en main. Et on voit vraiment que ce système de jeu de fait de mouvement ouvre des opportunités à la fois à Scottie Barnes et à Pascal Siakam. Donc après, bien sûr, comme tu le dis, il va toujours y avoir des questions de spacing parce que ces deux joueurs-là ont besoin d'avoir des lignes de pénétration, ont besoin que la raquette soit plus ou moins ouverte pour être capable d'aller attaquer le cercle. Donc dans certains matchs où, comme tu le dis, parce que ce soit Schroeder, que ce soit Siakam quand il n'a pas la balle, qu'il est en position de spacing, ou que ce soit Scottie Barnes, ils sont au large. Les soirs où ils ne rentrent pas dedans, on sait que la défense va se refermer et qu'il faudra trouver d'autres solutions qui, à mon avis, passeront par les rotations. Parce que moi, ce que j'ai remarqué, je ne sais pas si toi aussi, mais j'ai trouvé que l'attaque sur cette pré-saison a parfois bien mieux fonctionné avec certains joueurs de banc, plus des titulaires qui apportaient vraiment du spacing avec certaines line-up, notamment certaines sans Jakob Poeltl, mais avec énormément de shooters qui fonctionnaient plutôt bien. Donc, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que les Raptors vont vraiment aussi devoir profiter de ces moments de rotation pour vraiment peut-être mettre des 5 plus équilibrés? Oui, je suis d'accord avec toi. J'ai été notamment très impressionné par la pré-saison de Jalen McDaniels, que j'ai trouvé très très bon, très très positif. Alors je dis très très bon, évidemment, c'est pas, il va pas changer le jeu, hein, mais il contribue des deux côtés du terrain. Ce qui est quelque chose qu'on n'a pas vu depuis toute la saison dernière en ce qui concerne les joueurs de rotation. Je ne parle pas du groupe principal de 6-7 joueurs, je parle vraiment des joueurs qui viennent compléter le groupe. Donc ça, pour moi, c'est une très bonne chose. Je ne sais pas pour toi, mais j'ai trouvé aussi une dynamique beaucoup plus positive autour de Malachi Flynn, que j'ai trouvé plus posé, peut-être plus serein. Je ne sais pas s'il y a eu quelque chose en interne, une discussion avec Rajakovic lui disant je ne suis pas Nick Nurse, tu vas avoir ta chance, tu vas voilà, continuer à travailler, toujours remettre de manière positive. Donc ça, c'est une bonne chose. Et effectivement, après, pour l'instant, visiblement, on sent encore qu'on va démarrer avec Schroeder titulaire. Est-ce qu'à terme, on basculera avec un Gary Trent Jr. qui rentrerait dans le 5 de départ? C'est une possibilité, ça dépendra peut-être aussi des match-ups en face. Mais disons que c'est clair que effectivement, avec Schroeder titulaire, on a un premier ball handler, un joueur capable de porter la balle, en plus de Scottie Barnes et Pascal Siakam, un joueur spécialiste là-dedans d'ailleurs. Hein. Schroeder est vraiment ce genre de joueur capable d'aller organiser une attaque, de pénétrer aussi. C'est quelqu'un qui aime bien marquer près du cercle, ce qui du coup, ne nous aide pas dans notre problème de spacing. Au contraire de Gary Trent Jr., qui est peut-être beaucoup moins dans l'organisation, beaucoup moins dans le contrôle de la balle, beaucoup moins dans le portée de balle, mais qui a cette faculté de scorer de loin, quoi. Et ça, c'est quelque chose qui, quand il sera sur le terrain, s'il a des minutes avec Scottie Barnes, Pascal Siakam et Jakob Poeltl, sur le papier, ça va ouvrir des espaces. Ça, Pour les uns comme pour Gary Trent Jr. d'ailleurs. Hein. Mais voilà, le tout, ce sera de voir, et ça va être une des questions, une des choses que je vais regarder le plus, c'est de savoir, OK, notre 5 de départ fonctionne mieux avec le playmaking de Schroeder ou avec le spacing de Gary Trent Jr. Mm-hmm. Et j'espère avoir des tentatives. Si ça marche pas, eh ben, tant pis, mais il faut qu'on le sache, il faut faire les tentatives et il n'y a qu'en essayant qu'on saura. Donc j'espère qu'on aura à un moment donné dans la saison, assez tôt je l'espère, le moyen de se dire non, là c'est bon, on a un échantillon et il vaut mieux mettre Schroeder ou il vaut mieux mettre Gary Trent Jr. dans le 5 de départ et on voit ensuite pour la second unit. Mais il nous faut un 5 de départ dont on est sûr de ses forces et de savoir comment il fonctionne. On parlera peut-être un petit peu plus du 5 qui termine les matchs. Ça risque d'être différent du 5 de départ. Ben, c'est exactement ce que j'allais dire. En fait, là, tu allais me faire une belle passe décisive pour la question suivante, mais j'avais quelques petites choses à ajouter sur le 5 de départ. Je pense que l'objectif du 5 de départ, si on doit noter une de ses forces, c'est vraiment défensivement, en fait. Tu n'as aucun joueur de ce 5 de départ qui est ne serait-ce que moyen plus en défense. Ce sont que de très gros défenseurs. Donc, je pense que vraiment l'objectif de ces débuts de match, si l'attaque peut être un peu je sais pas, en difficulté d'entrée, on l'a vu à plusieurs reprises, ça va être vraiment d'imprimer
le jeu défensif, le tempo défensif d'entrée et de profiter aussi d'entrée de contre-attaque. En fait, il va falloir. Les Raptors, s'ils peuvent rentrer fort dans les matchs défensivement et déjà se créer des points en contre-attaque, d'entrée comme ça, je pense que ça peut être une bonne chose. Mais c'est clair qu'on l'a vu aussi, et contre les Wizards, c'était typiquement ça, que les Raptors, les 3 premiers tirs à 3 points ne rentrent pas. Et ils se sont rapidement retrouvés menés, je crois que c'était 15-4, quelque chose comme ça, ou 11-4. Et derrière, c'est les premières rotations avec Poltol qui avait pris trop de fautes, qui ont rééquilibré une nouvelle fois l'attaque. Donc, je te suis tout à fait là-dessus, et c'est une parfaite transition pour la question suivante, sur le fait que un 5 avec Gary et OG semble déjà offrir plus de spacing et pourrait permettre à avoir besoin que de soit Scotty, soit Siakam à droit de loin pour offrir le spacing maximum, contrairement à ce 5 avec Schroeder qui lui aussi n'est pas forcément régulier à 3 points. Il peut en mettre, il a été bon la saison dernière sur catch and shoot, mais c'est pas régulier, on l'a vu sur ce début de saison. Donc Schroeder plus Siakam plus Barnes, Poltol on ne le compte pas parce qu'on sait qu'il ne prendra pas de tir à 3 points. Sur ces 3, il en faut au moins 2. Alors que si on a déjà OG pas Scotty, OG et Gary sur le terrain, on peut avoir besoin seulement que de Siakam et de Barnes qui permettent de spacer. Donc ça va être très intéressant de voir tout ça, comment Darko s'organise au fur et à mesure de la saison. Et justement, ça me ramène à cette question. Gary Trent Jr., futur candidat au titre de meilleur sixième homme ou futur titulaire, tu en as déjà touché 2 mots. Replaçons un peu tout ça, revenons un peu là-dessus. Pour toi, est-ce qu'à terme, il va rentrer dans le 5 de départ, ou est-ce que finalement, il va être amené à être le sixième homme qui peut terminer les matchs? Parce que comme tu le dis, le 5 de départ, c'est pas forcément le 5 qui finit la rencontre. Alors déjà, on a parlé de la réalité du terrain et de l'importance d'avoir Gary Trent Jr. sur le terrain à certains moments du match ou non. Mais pour moi, il y a un aspect qui est d'autant plus important, c'est sa situation contractuelle et la volonté ou non de Toronto de le conserver, si oui, à quel prix et pour quel rôle. Il y a beaucoup de questions qui entourent Gary Trent Jr. On y reviendra certainement, c'est pas le seul. Mais voilà, titulaire, oui, si sportivement ça se justifie, si effectivement on voit que Toronto démarre mieux les matchs avec Gary Trent Jr. titulaire, je veux qu'il soit titulaire, évidemment, pour des raisons évidentes. Maintenant, si l'objectif de Toronto à plus moyen terme est de ne pas le conserver, je vois pas l'intérêt de le mettre titulaire, hein, clairement. Et la question qui arrive très très vite, c'est est-ce que Gary Trent Jr. fait toute la saison à Toronto? On a tous, enfin en tout cas moi j'ai été très positivement surpris de le voir prendre son option, même si ça peut se comprendre, sa saison n'a pas été tip-top, il dit ok je me laisse un an, j'ai ce montant-là d'assuré à Toronto, je bouge pas et je me fais, je testerai le marché de manière avec une meilleure année dans les jambes. Ça peut se comprendre. Sauf que quand on a eu cette annonce de Gary Trent Jr. Prend son option et reste encore un an à Toronto, derrière, beaucoup d'insiders étaient là en disant il y aura une prolongation, c'est dans les tuyaux, ça va arriver très très vite. Et puis depuis, silence radio. Alors, il est beaucoup mis en avant par la franchise, on en a parlé cet été, il était dans toutes les pubs, dans toutes les images, il s'est beaucoup entraîné, il a beaucoup communiqué, il a participé aux événements sur Toronto. Mais on est bien obligé de constater que pour l'instant, Gary Trent Jr. est agent libre dans un an. Et il n'est pas le seul. Il y aura beaucoup de questions à se poser tout au cours de la saison si ça ne bouge pas d'ici là. Mais pour moi, sa situation contractuelle est aussi à prendre en compte dans la question de savoir s'il sera titulaire ou non au fur et à mesure que la saison va avancer. Ouais, tout à fait. Ça, c'est clair et net de toute façon. Et comme tu dis, l'une des questions secondaires de cette question principale, c'est même est-ce qu'il sera titulaire ou est-ce qu'il sera encore à Toronto? Et malheureusement, c'était la question qu'on se posait déjà l'année dernière. Et on va devoir la répéter et on va devoir attendre encore la fin de la saison parce que, comme tu l'as dit, il faut le souligner, Masai Ujiri, dans le Media Day, a bien précisé que ce soit Gary, que ce soit Oji, que ce soit Siakam, il n'y a pas de discussion pour l'instant au sujet des prolongations. On veut vraiment voir comment ça va se passer avant de prendre des décisions.
Donc, voyons comment ça se passe et puis on verra ce que ça donne. Moi, mon argument en faveur également de Gary dans le 5 de départ, en fait, c'est par rapport à Schroeder. C'est que je trouve que Schroeder, avec des rotations, avec peut-être une rotation avec plus de spacing, pourrait avoir un rôle plus important offensivement. Il pourrait vraiment être le centre de l'attaque. Et on sait que c'est un joueur, on l'a vu avec l'Allemagne, qui, s'il est mis dans des bonnes conditions, peut, face à des second units, je ne dis pas en tant que titulaire, hein, le mettre en avant, faire en sorte que le jeu tourne autour de lui, c'est pas du tout mon discours, mais je trouve que dans une second unit, il peut vraiment être le gars qui va créer pour les autres, se créer le tir pour lui-même, et il peut vraiment prendre le jeu à son compte sur des courts passages, tu vois, sur 5 minutes, tu vois un Schroeder qui fait tout en attaque et qui te crée des différences. La chose que les Raptors n'ont jamais eu en tant que meneur remplaçant, en fait, et je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais pour moi, malheureusement, Schroeder arrive en tant que backup peut-être 2 ans trop tard. C'est dommage. Après, on n'a pas pu l'avoir, mais je ne sais même pas si on voulait l'avoir, quoique si, il y avait l'histoire du trade avec Kyle Lowry, Laurie. justement, où les Raptors voulaient Schroeder et ça n'avait pas été fait parce que les Lakers ne voulaient pas inclure Talen Horton-Tucker, qui maintenant est à Utah. Mais ouais, moi, je le verrais bien dans ce rôle de sixième homme où il a déjà brillé en plus, donc affaire à suivre. Est-ce que Mais tu as... en plus, il y aurait sur le papier un équilibre beaucoup plus évident. C'est-à-dire qu'on vient de dire que le 5 de départ manque de spacing, ce qui est, entre guillemets, presque l'inverse de notre second unit, puisqu'on a sur le banc, on a bien vu que Jalen McDaniels est capable d'en mettre. On va avoir du Grady Dick, qui est quand même réputé pour être le meilleur shooter de cette draft, possiblement le meilleur shooter de cette draft. Chris Boucher et Precious Achiuwa sont capables d'en mettre, l'ont déjà montré. Donc avoir un Schroeder capable de pénétrer et de provoquer à l'intérieur pour ressortir vers des shooters, pour moi, c'est on fonce tout droit sur quelque chose de positif. Donc, pour moi, il y aura un 5 de départ en début de saison, dans un monde idéal, hein, il y a un 5 de départ en début de saison avec Dennis Schroeder, le temps de poser bien les bases et de faire prendre petit à petit le jeu à son compte à Scottie Barnes notamment, qui n'aura peut-être pas l'habitude tout de suite d'avoir autant le ballon dans ses mains et autant la responsabilité de créer du jeu. Et en deuxième partie de saison, plus ou moins tôt dans la saison, un Gary Trent Jr. qui rentrerait à la place de Schroeder et Schroeder qui jouerait avec la second unit pour pouvoir un petit peu, je dirais, inverser le rapport de force, avoir de la pénétration sur le backcourt et du shooting sur le front-court. C'est ça, et du playmaking, parce que aussi la second unit manque de playmaking au final, parce que Gary, on attend qu'il progresse là-dedans, mais c'est pas lui qui va le faire. Après, bien sûr, on sait que la second unit, c'est pas un 5 qui rentre à la place des 5 titulaires, Non, mais bien quoi sûr. qu'il en soit, comme tu l'as dit, pour moi, c'est un scénario que je vois venir aussi et qui m'intéresse grandement. D'ailleurs, c'est le scénario que je pensais en début de saison. J'étais persuadé que Gary Trent serait titulaire, et au final, dès le début, Darko nous a fait comprendre que ce serait le contraire, mais je pense qu'il n'est pas fermé et que le scénario qu'on a décrit est fort probable. On va passer aux rotations, justement. Darko a parlé d'une rotation à 10 joueurs. On sait qu'il y a ce 5 de départ, on sait qu'il y a Gary Trent Jr. Quels sont les 4 autres, a priori, même si ça peut être une rotation à 9, hein, quels sont selon toi les 4 autres joueurs à sortir du banc régulièrement? Alors là, sur notre visuel, j'ai mis un lock pour Precious Achiuwa, qui devrait être le backup 5 pour l'instant, vu que l'état de santé de Koloko, on n'en sait pas plus. Et j'ai mis un lock sur Chris Boucher, mais j'ai envie de mettre un point d'interrogation au-dessus de ce lock maintenant, parce que Jalen McDaniels a vraiment été intéressant, et je trouve que son profil peut être un profil qui prendrait des minutes à Chris Boucher. Qu'est-ce que tu en penses pour toi? Quels sont les 4 joueurs qui vont accompagner Gary dans cette second unit? Et est-ce que tu penses que Chris Boucher peut perdre sa place au profit de McDaniels, ou peut-être pas perdre sa place, mais perdre des minutes? Non, moi j'aurais mis le point d'interrogation à côté de Tadeusz Young. D'accord. Il est En sur fait, Tadeusz Young aussi, hein. Il est sur tous les autres. pour moi, j'aurais mis les 4 joueurs qui, pour moi, en tout cas sur cette pré-saison, ont montré qu'ils méritaient d'avoir ce temps de jeu. De manière régulière, hein, évidemment, on se doute bien, enfin, en tout cas en ce qui me concerne, je ne m'attends pas à voir les 10 mêmes joueurs tous les soirs.
Pour moi, il y aura des rotations, etc. Si les premiers matchs, on est même à 11 ou 12 joueurs, ça ne me surprendrait même pas, tu vois. Donc, on va partir là-dessus. Je pense que Chris Boucher et Precious Achiuwa sont sûrs. Euh, parce que je vois mal. Après, on a aussi beaucoup de monde sur le front de courte, c'est vrai. Mais pour moi, les deux vont faire partie de ce groupe-là. Je rajouterai Grady Dick, évidemment, parce qu'en tant que rookie, bah, il faut qu'il joue. Il faut qu'il joue un petit peu et je le vois mal être envoyé avec les 905 trop souvent. D'autant plus qu'on a besoin de spacing. Donc, si c'est pour se priver du meilleur shooter de la draft, j'aurais du mal à comprendre. Même s'il a mis du temps à nous le prouver. Ça a été mieux sur le dernier match contre Washington. Il a pris un petit peu feu. On a senti que le public attendait ça d'ailleurs. Sur la retransmission télé, on a senti que dans la salle, ça se chauffait un peu sur la série de shoots de Grady. Et du coup, bah, effectivement, oui, pour moi, McDaniel, sur cette pré-saison, a gagné sa place. Donc, ça va poser des questions autour du statut de joueurs comme Thaddeus Young, comme Otto Porter, qui revient de blessure. On ne sait pas trop quel rôle il va avoir. Garen Temple, est-ce qu'il va faire le bloc des 15? Ça m'étonnerait aussi. Malachi Flynn, pour moi, aura aussi un rôle. En fait, pour moi, j'ai un groupe de 11, avec donc les 6 qu'on a mentionnés qui vont se battre pour des places de titulaires, avec Chris Boucher, Precious Achiuwa, Jalen McDaniels, Malachi Flynn et Grady Dick. Ça fait 11. Pour moi, c'est ce groupe-là qui va avoir le plus de minutes, en tout cas en ce début de saison. On l'a dit, il y a beaucoup de joueurs qui sont en situation contractuelle. On ne sait pas trop combien vont finir la saison à Toronto. Donc, pour moi, ce groupe de 10-11 n'est pas figé dans le marbre et pourrait changer au cours de la saison en fonction des événements, en fonction des blessures aussi. Mais voilà, pour moi, ce sont les joueurs qui auront régulièrement des minutes, qu'on verra régulièrement sur le parquet avec Toronto. Ouais, ça fait beaucoup et au final, ce qu'on peut remarquer, c'est que malgré tout, les Raptors ont cette année une profondeur de banc. Alors à quel point Darko va faire confiance à Malakai, c'est l'un des points d'interrogation, hein, parce qu'il a quand même eu beaucoup de temps de jeu, comme tu l'as dit. On l'a senti vraiment mis en confiance par Rajakovic en tant que backup meneur, tout simplement. Il n'a pas été mauvais, hein, au contraire, je trouve dans la gestion, c'était pas mal. Le tir, c'était toujours inconsistant, mais dans la gestion, en tout cas, je l'ai vraiment trouvé intéressant. Bon, défensivement, il a toujours ses forces et ses faiblesses, hein. Ce ne sera pas un grand défenseur. Physiquement, de toute façon, il a des limites. Donc, à voir, est-ce que, en fait, quand il va passer sur des rotations au poste de meneur, Rajakovic va décider de faire jouer Flynn ou en fait va confier la balle dans les secondes units à Scotty Barnes en fait. Est-ce que les secondes units pour l'instant, tant que Schroeder est titulaire, est-ce que Scotty va se faire la main en gros avec le reste des remplaçants? C'est une des questions autour de lui et de Malakai au final. Parce que c'est vrai que 11, ça semble énorme. Et c'est pour ça que je faisais aussi. Est-ce que Jalen McDaniels ne va pas prendre des minutes sur Chris Boucher? Parce que c'est un peu le profil similaire avec un McDaniels qui est un meilleur shooter, en fait, au final. Boucher, sa pré-saison, il nous en a parlé après le match de Washington. Il a été un peu trimballé sur le poste 5, le poste 4. Euh, pour l'instant, il n'a pas été. Je trouve qu'il n'a pas été convaincant, mais il n'a pas été mis dans les meilleures dispositions. On compte vachement sur son expérience pour s'adapter, mais à voir franchement sur. Après, je suis assez Après, d'accord avec toi. Je pense que Chris Otto Porter. Boucher, Ouais, vas-y. Chris Boucher apporte plus de défense intérieure que n'importe quel autre joueur de la seconde unit, je trouve. Ce Aussi. qui fait que pour moi, il aura ce côté, tu sais, Peutel prend 2 fautes dans le premier quart-temps, on va avoir besoin de Chris Boucher tout de suite, surtout en l'absence de Coloco. Hmm. Donc, c'est pour ça, je dirais que pour moi, il y a plus à craindre sur les minutes. Enfin, je pense que Thaddeus Young a plus à craindre sur ces minutes qu'autre chose. Pour terminer sur Malachi Flynn, c'est clair que lui, si notre scénario du Schroeder bascule en 6e homme au cours de saison, c'est Malachi Flynn qui va en pâtir sur les minutes. Hein, ça, c'est une évidence. Ouais, clairement. Après, moi, j'ai l'impression quand même que, même s'il a dit qu'il ne le considérait pas comme un 5, que c'est quand même Precious Achiuwa en l'absence de Koloko qui sera le backup 5, le backup center. Ça sera à voir, mais on va suivre ça. Mais moi, honnêtement, tu as des Siang, je le compte même pas dans les joueurs qui vont avoir du temps de jeu, hein. Ah, on est Je d'accord. pense que
lui, Garrett Temple et Autoporteur. Les two-ways, je leur vois mal avoir du temps de jeu. Autoporteur, je demande à voir parce que je pense qu'il peut, sur un soir où par exemple, Jalen McDaniels rentre rien de loin, tu peux avoir besoin du spacing de autoporteur, même si Grady, je pense qu'il sera sur le poste, sur un poste plus extérieur, plus un poste 2. Mais le problème aussi, c'est que Gary est un poste 2 aussi, donc c'est un peu compliqué. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que malgré tout, on a de la profondeur cette saison et que en fait, Darko aura l'embarras du choix. Là, on peut faire toutes les deviner comme on peut, mais en soi, il y a de quoi faire et c'est quand même assez positif pour un entraîneur qui veut élargir sa rotation. En fait, on a plein d'incertitudes, plein de volonté de voir ce que ça va donner, de Exact. tests à faire, d'expériences à mener. Et le pire scénario pour nous, ce serait que ce soit c'est un début de saison un peu mi-figue, mi-raisin, à l'équilibre. Tantôt ça marche pas. On n'a pas vraiment d'explication pourquoi ça marche pas ou pourquoi ça marche. Et qu'en fait, au bout de 3 mois, ben, on se retrouve pas plus avancé. On sait pas trop ce qu'il faut faire, dans quelle direction il faut aller. Alors que si ça marche très bien, bah, ok, on continue comme ça, on continue, on améliore, on continue à progresser. Et si ça marche pas, bon, bah, on sait qu'il faut changer quelque chose et au moins c'est clair. Et puis du coup, on y va, on appuie sur les changements et puis on s'ajuste. Mais il y a un vrai scénario où ben, on avance un peu au radar et on ne sait pas trop où on va et comment ça marche. Et du coup, on n'est pas plus avancé et du coup, on fait quoi? Ouais, bah là, c'est l'une des grosses questions de ce début de saison. Est-ce que Darko va trouver les rotations qui vont marcher? Et puis ça va être très important de suivre ça. Mais on va voir. On va voir. De toute façon, bon, là, on maîtrise pas ça. Nous, on est juste là à en discuter. Mais je pense qu'on va avoir de toute façon directement, dès le premier match de mercredi, des indications sur qui fait partie de la rotation, qui n'en fait pas partie. On aura toute la semaine pour voir 3 matchs. Il y aura Chicago, il y aura ensuite Philadelphie. Je pense que, comme tu dis, il peut faire des modifications d'un match à l'autre, mais à mon avis, il va essayer de trouver une constance au moins sur les premiers matchs. Donc, ça va être très intéressant de voir quelles seront ces rotations d'entrée. C'est vrai que le calendrier va être très intéressant, notamment sur les 3 premiers matchs, parce qu'on va vraiment affronter 3 équipes au profil différent. C'est-à-dire qu'on va d'abord commencer par Minnesota, qui va nous débarquer avec Rudy Gobert et Karl Anthony Towns, avec 2 tours de contrôle là qu'il va falloir contrôler. Derrière, on affronte Chicago avec Zach LaVine et Demar DeRozan, qui sont des joueurs très très bons à mi-distance et capables d'aller provoquer des lancers et d'aller marquer de près. Et derrière, vous allez avoir Philadelphie, le retour de Nick Nurse avec un Joel Embiid qui adore venir foutre la merde à Toronto. Donc, ça va être un début de saison très intéressant. Et on a hâte de voir comment on va pouvoir s'ajuster entre Rajakovic qui débute, des nouveaux rôles pour certains joueurs. Ça va être intéressant. Ouais, totalement. On termine avec la dernière question. Pour toi, quelles sont les attentes au final autour de ces Raptors cette année? Quelles sont les attentes et est-ce que les Raptors sont sous-estimés? Parce que j'ai vu par exemple que Las Vegas promet que 37,6 victoires, c'est à cette hauteur-là. On a vu des previews à droite à gauche qui vraiment considèrent les Raptors parfois même en dehors du play-in. Quelles sont tes attentes, toi, et est-ce que tu les trouves sous-estimés ou est-ce que pour l'instant, de manière générale, c'est leur place? Ça va se jouer à tellement peu de choses de toute façon. On l'a bien vu l'année dernière, c'était quasiment jusqu'au dernier match que tout pouvait bouger. J'ai presque envie de dire entre gagner 37 ou 40 matchs, ça fait pas une grande différence. Enfin, ça fera une grande différence parce que ça peut déterminer si on est au play-in ou pas. Mais au final, le résultat sera le même. On va être dans cette zone-là entre 9 et 12, entre 8 et 12 peut-être. Donc du coup, voilà. Pour moi, au-delà de donner un chiffre précis de victoire ou quoi, je veux des joueurs qui font mieux que l'année passée, quoi. De manière générale, c'est quelque chose qui m'a beaucoup frustré l'année dernière, c'est que on arrivait sur une saison extrêmement positive, une 5e place, un premier tour contre Philadelphie, où on pouvait se dire si on avait été au complet, si on avait eu Barnes sur le début de la série, si on avait eu des joueurs un petit peu moins fatigués, etc. Et l'année suivante, ben, en fait, il n'y a aucun joueur qui a confirmé, aucun joueur qui a progressé. Nick Nurse ça s'est terminé en autre boudin. Donc voilà, moi c'est tout ce que je demande. Je veux des joueurs qui
débarquent avec le couteau entre les dents et qui veulent montrer que l'année dernière était pas une anomalie, mais disons une mauvaise saison et que cette année, on va faire mieux. Je veux un Gary Trent Jr. qui rentre ses shoots. Je veux un Scottie Barnes impliqué de la première à la 48e minute. Je veux un OG Anunoby qui prend de plus en plus d'ampleur aussi offensivement, parce que ça ne pourra que nous faire du bien. Libérer des responsabilités pour des épaules de Siakam et de Scottie Barnes. Je veux une second unit qui fonctionne. Je veux un Grady Dick qui justifie son statut de meilleur shooter de la draft, que quand il rentre, ben ok, alors je dis pas qu'il tourne à 60% tous les soirs, hein, mais qu'on évite le 0 sur 4 et on se dit, bon, ben voilà, il est rentré, et ben, c'est bien, il a pris des minutes le rookie, mais il n'a pas contribué de manière positive, quoi. Donc voilà, c'est ça que j'attends. Qu'on perde les matchs, à la limite, j'ai presque envie de te dire peu importe. Enfin, peu importe, oui et non, mais tu comprends ce que je veux dire. L'objectif est quand même qu'on sorte de cette saison en se disant, OK, on a fait un pas en avant. Le pire scénario pour moi, ce serait de se dire, mais on est au même point qu'il y a un an, quoi. Ouais, clairement, mais moi je te suis complètement. En fait, j'ai même pas des attentes en termes de victoire ou de classement. Bon, j'espère quand même qu'on sera au minimum au play-in parce que Oui, bien sûr. je pense qu'il y a des équipes qui doivent être derrière nous parce que malgré tout, l'effectif, il a du talent, il a du potentiel. Mais je vais pas avoir des attentes en termes de victoire. C'est comme toi. En fait, je veux voir du mieux, tout simplement. Je veux voir une meilleure cohésion. Je veux voir des joueurs qui s'entendent bien, la balle qui est partagée, de la défense, des aides défensives, des rotations défensives. Je veux plus voir ce genre de truc où tu as un gars, il passe, il n'y a personne qui vient aider ou des trucs comme ça. C'était vraiment dur à encaisser l'année dernière parce que c'est pas habituel avec les Raptors. Même les saisons où ils étaient pas bons, sous Nick Nurse, c'était parce qu'il y a eu une partie de saison, même l'année où ils vont contre Philadelphie, où c'était pas bien, mais c'était plus offensivement que tu te disais, ok, c'est la galère, mais défensivement, moi, je veux que les Raptors ils fassent partie des meilleures défenses de la ligue. Ils en ont les moyens et et ça, c'est vraiment une chose que je vais surveiller. Après, offensivement, juste du mieux de la circulation de balles, du ballon partagé. S'il y a des pertes de balles, et bah, tant pis, de toute façon, il faut que, voilà, du jeu en tout cas, du mieux dans le jeu. Et comme tu dis, que tout le monde ait l'air content, que tout le monde soit bien et que chacun progresse. Ça, tu as raison, c'est le plus important. Du numéro 1 au numéro 10, 11, je veux voir du progrès chez tout le monde parce que on a recruté un entraîneur qui a cette réputation-là. Donc, on veut voir ça. Ouais, et puis qu'on sache aussi tous les soirs quelle équipe de Toronto va s'affronter. C'est vrai que c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué l'année dernière. Tu sors d'un match catastrophique où tu te dis, waouh, alors là, celui-là, il y avait vraiment aucun monde où on gagnait ce match-là. Tu reviens 2 jours plus tard et tu fais, mais on aurait joué comme ça il y a 48 heures, on gagnait le match. Et tu reviens pour le troisième match, tu fais, mais c'est les mêmes qu'il y a une semaine. Qu'est-ce qui s'est passé? On était sur une saison en dents de scie, une victoire, une défaite, 2 victoires, 2 défaites. Enfin, c'était assez. Il n'y avait pas de dynamique, qu'elle soit positive ou négative d'ailleurs. Il y avait une espèce d'encéphalogramme plat sur toute la saison. Il n'y avait pas d'émotion, pas de volonté de réagir, de se dire ok, là il y a quelque chose qui ne va pas, on fait quelque chose, on se bouge les gars, on y va. Donc voilà, je veux voir une équipe qui garde la tête froide quand ça va bien, qui s'enflamme pas, qui continue à travailler et qui en même temps est capable de réagir et de taper du poing sur la table quand ça va pas. Ouais. Juste pour revenir, la seule dynamique négative, elle était bien négative qu'il y a eu, c'est le mois de décembre, je crois, avec une seule victoire. Mais sinon, le reste Ouais, du temps, mais tu vois, même là, il n'y a pas eu de coup de poing sur la table, il n'y a non. pas eu oh là là, ça va pas du tout, faut changer quelque chose. Hmm. Il y a pas, tu vois, et on avait l'impression que bon, bah, ça va pas, on reviendra au prochain match, on essaiera de faire mieux. Ben, oui, d'accord, ok, ben, si vous voulez. Mais il n'y avait pas ce côté réaction, il n'y avait pas ce côté orgueil un peu et fierté de dire, attendez, on est les Toronto Raptors, on était champions il n'y a pas si longtemps, on était en playoff l'année dernière, on n'a pas envie d'aller jouer la draft, quoi. C'est ça, et dans les discours des joueurs, on entendait beaucoup Oh, we have to get better, we have to get Hein. better, mais c'est C'est tout en ça. fait. C'est ça. Il y C'était. avait une langue de bois omniprésente à Toronto, c'était assez dingue. Ouais. Clairement, et ben, je crois qu'on a bien fait le tour de toutes ces questions autour de la saison des Raptors. On va se quitter pour la fin de ce deuxième quart-temps, pardon, et on se retrouve dans un petit instant pour le troisième avec les scénarios de la saison. À tout de suite. Le troisième quart-temps, nous voici avec les différents scénarios de la saison et on va commencer en étant pessimiste. Pour toi, Alex, quel serait
le scénario le plus pessimiste de la saison? Qu'est-ce qui pourrait arriver pour que ça ne fonctionne pas côté Raptors? Bah, je l'ai un peu spoilé dans la partie précédente, mais en fait, pour moi, le pire scénario, ce serait pas celui où on enchaîne les défaites, ce serait pas celui où on se rend compte qu'il faut tanker et jouer la draft. J'ai presque envie de dire au contraire, ce serait au moins, on aurait l'évidence et on serait obligé d'admettre que ben, c'était pas la bonne direction et il faut changer et ben, maintenant on sait vers où aller. Le pire scénario pour moi, ce serait une saison lambda où on enchaîne une victoire, une défaite, deux défaites, deux victoires, ce genre de truc où on n'arrive pas à mettre en place une dynamique, qu'elle soit positive ou négative, et qu'on se retrouve en fin de saison à se dire, ben, on en est au même point, sauf qu'on a plein de joueurs qui sont en fin de contrat, donc lesquels on veut conserver, comment on mène les négociations, parce que du coup, on n'a aucun axe de se dire, on compte sur toi parce que tu as été très bon, ou au contraire, bah ouais, mais bon, cette année, mon pote, c'était pas ton année, donc est-ce qu'on pourrait pas négocier un peu une saison où on n'aurait pas, à la sortie des 82 matchs, cette sensation de OK, ça s'est passé comme ça, on en tire tels enseignements, on en tire telles leçons, et maintenant on part dans telle direction. Une année où à la fin de la saison, on se dit, ben, maintenant on fait quoi? Pour moi, ce serait ça le pire scénario possible. Ouais, pour toi, ça serait une année où en fait on sera pas avancé sur toutes les questions qu'on se posait au début et qui semblaient être l'année pour répondre à ces questions-là. C'est Ouais, ça. ça se tient, c'est pas mal. J'ai envie de dire qu'une saison qui démarre très mal, où on se rend compte que de toute façon ça marche pas, qu'il y a quelque chose qui est cassé dans ce groupe, que finalement bah, Nick Nurse n'a pas résolu, le départ de Nick Nurse n'a pas résolu tous les problèmes, et où du coup on finit par admettre qu'il faut sortir le tank. J'ai presque envie de dire que c'est plus souhaitable en fait. Au moins on sait vers où on va et on sait quelles sont les choses à faire, quoi. Ben oui, si effectivement on se met à tanker pour cette année et possiblement les saisons suivantes, ben on sait que ben, il y a des joueurs à trader, on sait qu'il y a des contrats qu'il faudra négocier et de telle ou telle façon, mais au moins on saura quoi faire. Là, on est encore un petit peu sur Michaud, on est sur une saison tiède, on ne sait pas trop où aller, sur quel pied danser, c'est assez flou. Donc pour moi, ce serait que à la fin de la saison, on se retrouve toujours dans le même brouillard. J'avais pas pensé à ça, mais du coup, ton scénario pessimiste, il est très intéressant. Pour moi, mon scénario pessimiste, c'était tout simplement de voir qu'au final, mais c'est un peu comme tu dis, mais au final, toi, tu ne le considères pas comme un pessimiste parce qu'au moins, il te donnerait des réponses. Mais moi, c'était oui, dans le sens où tu vois que Darko, c'est pas la solution, que en soi, le groupe, ça va pas, que à la moindre difficulté, l'individualisme de chacun revient et qu'au final, tu te rends compte que les joueurs qui jouent pour un contrat jouent pour leur pomme et en ont un peu rien à faire du collectif. Je pensais à un truc du genre, si Siakam voit qu'avec ce rôle-là dans une attaque qui n'est pas dessinée pour un joueur, mais qui est dessinée pour être collective et qui va pas forcément mettre des stats en avant, même si je pense qu'il va pouvoir stater dans cette attaque-là, mais un scénario pessimiste serait que Siakam voit ok, j'ai moins le ballon, je fais moins de passes décisives, je marque moins de points. Les rebonds, c'est toujours à peu près pareil, mais je vais être très très loin d'une All-NBA team, qui est mon objectif pour choper un Supermax. Et au final, bah, je vais sortir un peu de tout ça et je vais aller stater. Je pense pas que ce soit. Je pense pas que ça va arriver en soi, mais c'est le scénario pessimiste que je vois. Et ça serait la même chose un peu pour Gary qui se rend compte que oh putain, je suis sixième homme, j'ai pas autant de temps de jeu que je l'espérais, je suis pas autant mis en avant que j'espérais. Bah, quand je vais être sur le terrain, je vais tout faire pour scorer un max, pour montrer que je peux faire des chiffres parce que l'année prochaine, je me vois pas à Toronto et que j'ai un contrat à aller chercher. OG, je le vois pas faire ça, mais dans un contexte pessimiste, ça serait pareil, quoi. OG qui dépasse un peu ses fonctions et qui ne fait pas ce qu'on attend de lui. Donc voilà, ça reste un scénario pessimiste qui Mais pourrait se produire selon moi, mais comme tu dis, qui serait pas si mauvais que ça au final, puisque au moins on aurait des réponses, on se dirait, ok, il faut reconstruire autour de Scotty, de Grady Dick, peut-être de Paul Tull, et repartir sur autre chose et se débarrasser de ces joueurs-là à la trade deadline. Donc en soi, ça serait pas mauvais, comme tu le dis, pour la réponse à nos questions qu'on se pose, mais pour moi, ça serait pessimiste dans le sens où j'ai vraiment pas envie de vivre une saison comme ça.
Alors, on est d'accord qu'on aurait des réponses, mais ça resterait du très mauvais dans le sens où Mm. on se retrouverait au pied du mur avec aucun levier parce que Pascal Siakam est libre en fin d'année, parce que Gary Trent Jr. est libre en fin d'année. Et du coup, si ça se passe vraiment si mal que ça, sportivement, je parle, on se retrouverait dans l'urgence à devoir récupérer Mm. absolument quelque chose en contrepartie pour pas se retrouver sans rien et refaire une Fred VanVleet, quoi. Donc, ça reste du positif, du négatif, du pessimiste, pardon. Mais c'est vrai que ce scénario-là aurait au moins le mérite de dire bon, bah, ok, on appuie sur le bouton rouge, en gros, on crame tout et on reconstruit, quoi. Voilà, c'était mon scénario pessimiste. Allez, on va passer de l'autre côté. Quelle serait pour toi la saison idéale des Raptors si tout va bien? Jusqu'où tu les vois aller? Ah, si tout va bien, on a moyen de ne pas passer par le play-in, je pense. On ne sera pas au niveau des grosses cylindrées que sont pour moi Milwaukee, Boston, qui sont pour moi le top 2 devant les autres. Pour moi, derrière, il y a un groupe qui est, j'allais dire homogène, mais c'est pas forcément le bon terme, mais qui est un peu dans une optique qui a eux aussi des incertitudes. C'est-à-dire qu'on a les Cavaliers, par exemple, qui ont fait une très bonne saison l'année dernière et qui vont devoir confirmer, qui vont être attendus. On a les Sixers qui sont dans une situation extra-sportive compliquée. Harden sera là, sera pas là, dans quel état d'esprit, etc. Embiid, qu'est-ce qu'on fait? Nick Nurse, nouvel entraîneur. Est-ce que ça va bien coller avec Embiid ou pas? On a le Heat qui a été au centre de toute l'attention cet été autour de Damian Lillard, voilà, qui sort de finale NBA. Tout ça, c'était très positif pour eux, mais qui au final ne s'est pas renforcé cet été. Donc, et qui l'année dernière est allé jusqu'en finale NBA, mais ils étaient au play-in, je rappelle. On a New York, ok, quid de New York, c'est quoi exactement le plancher de New York, ça va où, ça fait quoi? Atlanta, ça va où, ça fait quoi exactement? Pour moi, il y a moyen de se joindre à ce groupe-là. Il y a peut-être moins de gros noms, certes, mais il y a moyen de se joindre à ce groupe-là si tout se goupille correctement, si tout va dans le bon sens, et si, voilà, pour peu qu'on ait un Scotty Barnes qui, dans sa troisième année, nous dise non, non, mais ce que vous avez vu en rookie, c'est mon plancher. C'est maintenant, je vais vraiment prendre mon envol. Si on a un Siakam qui est encore plus performant, si on a un Gary Trent Jr. qui confirme aussi tout le positif qu'on a vu de lui depuis son arrivée à Toronto, voilà. Pour moi, ce scénario extrêmement positif, ce serait OK, c'est ça qu'on devait voir l'année dernière et qu'on n'a Mm. pas vu l'année dernière. Et de se dire, voilà, maintenant qu'on a réglé ces problèmes-là, comment on fait pour regarder vers le haut et améliorer ce groupe? Et donc, Ouais. pour moi, ce serait le plus positif sportivement, ce serait de réussir à accrocher ce top 6. Ben, moi, je suis sur la même longueur d'onde. Pour moi, mon scénario optimiste, c'est pareil. C'est revenir où on était il y a 2 ans, en fait, cinquième, sixième. Je pense que les Raptors en ont les moyens. Ça va passer par quoi? Ça va passer par une défense exceptionnelle. Je pense que les Raptors, dans le meilleur des mondes, peuvent être dans le top 5 de la ligue en défense. Je pense qu'il n'y a pas, il n'y a pas trop de doute là-dessus. C'est une possibilité en vrai. Et après, juste être un peu meilleur en attaque placée. Parce qu'en soi, les Raptors, on connaît leur force. En fait, les Raptors, ça va être une grosse défense. Le jeu rapide, on a l'impression que c'est encore mieux que l'année dernière. Il y a vraiment une volonté de se passer la balle, de donner aux joueurs ouverts, de bien espacer le jeu quand ils sont en contre-attaque. Là où l'année dernière, ça pouvait être un peu plus serré, parfois un peu plus ric-rac. Là, j'ai l'impression qu'il y a vraiment des préceptes bien mis en place pour bien gérer les contre-attaques. Donc ça, les Raptors, grosse défense, contre-attaque et rebond offensif, pour moi, ça sera toujours là. Ce qu'il faut, c'est juste que l'attaque soit un petit peu meilleure sur jeu placé et en espérant qu'avec des rotations élargies, les joueurs majeurs soient plus frais en fin de match et à les gagner parce que les Raptors ont perdu énormément de matchs dans les dernières minutes la saison dernière. Tu le disais, souvent ils étaient distancés, ils revenaient et puis ils n'avaient plus le physique pour revenir. Alors est-ce que cette année ils peuvent être un petit peu moins distancés, revenir encore plus près et avoir le physique pour conclure les matchs? Et là, en fait, tu gagnes. C'est pas énorme parce qu'en fait, la NBA, à chaque fois, ça joue à pas grand-chose. Tout à l'heure, tu disais la différence entre 37 et 41, c'est la différence entre ne pas être au play-in et être au play-in. Et la différence entre 41 et 46, 47, c'est quoi? C'est 5 matchs de plus que tu arraches dans des fins de match où tu n'as pas été bon.
Et là, direct, tu passes à un échelon supérieur. Donc, optimiste, c'est ça. C'est en fait, tu gardes tes forces de l'année dernière en les ayant un peu remodelées, notamment défensivement, on en a parlé, et tu améliores certaines choses qui étaient vraiment au bas de l'échelle, quoi. On était l'une des pires équipes à 3 points, l'une des pires équipes au true shooting, l'une des pires équipes sur demi-terrain. Tu deviens juste moyen, en fait. Tu deviens juste dans le deuxième tiers de ces classements-là. Et tout de suite, en étant top défense, en étant top en contre-attaque, rebond offensif, et bah, tu peux te glisser dans ce groupe que tu as dit. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je vais pas exagérer sur un optimiste où tu vas être top 4 ou un truc comme ça, mais je pense que 5 et 6 dans un scénario optimiste, c'est quelque chose qui est faisable pour les Raptors. Sans compter qu'il y a quelque chose à prendre en compte aussi dans ce scénario optimiste, c'est qu'on n'est pas à l'abri qu'il y ait une de ces équipes que j'ai citées tout à l'heure qui fasse une saison à la Raptors de l'année dernière Exact. où bah ça va pas, ça marche pas, et puis une saison, bah voilà, Miami l'année dernière était huitième. Mhm. On n'est pas à l'abri et ça libère une place dans le top 6 et il faut être présent pour la prendre. L'année dernière, c'est quoi? C'est New York que personne voyait dans le top 6, qui était dans le top 6 l'année dernière. Tout à fait. Bah C'est ça. voilà. C'est ce scénario positif, ce serait une saison comme ça des Raptors où en fait tout le monde nous voyait en bord de play-in huitième maximum et où en fait ben on est là et on se bat et on arrache effectivement comme tu disais ces matchs serrés, ces fins de match où ça se joue à quelques possessions bien gérées et où en fait ben à quelques victoires près on arrive à la fin des 82 matchs et on se dit ah ouais mais tu te souviens de ce match-là au mois de janvier qui sont allés l'arracher en faisant un money time de ouf et ben c'est ce qui peut faire la différence entre passer par le play-in et être au top 6 et arriver à se dire à la fin de la saison régulière, quand on voit, quand on arrive à être top 6 dans une saison régulière où l'année dernière on était play-in et on se fait sortir au premier match du play-in d'une manière catastrophique, faut être honnête, ben ok, il y a eu une progression, ça s'est bien passé, maintenant on a une base, on a cette base solide et on n'est pas dans le statu quo, on est comment on fait pour améliorer ça. Et l'une des choses dans mon scénario optimiste que j'aimerais voir aussi, c'est un truc que les Raptors nous avaient habitués, c'est vraiment jouer les troubles faits dans les gros matchs. C'est-à-dire tu rencontres les Bucks, tu vas chez eux, personne t'attend, poum, tu prends la victoire. Pareil à Los Angeles, je me rappelle il y a quelques années de ça, tu vas chez les Lakers, tu as un Siakam qui fait un match monstrueux face à Anthony Davis qui est limité à 9 points. Enfin, c'est des trucs comme ça que j'ai envie de revoir dans un scénario optimiste où voilà, tu grattes des victoires sur lesquels on ne t'attendait pas et au final tu finis bien au-dessus des 50% et voilà quoi, tu prends la cinquième place, ça serait parfait. Revenir où on avait lâché il y a 2 ans et encore une fois au premier tour, bah, t'essayes d'emmerder l'équipe que tu vas jouer et pourquoi pas laisser planer le doute sur le fait que bah, peut-être que tu pourrais passer. Voilà. On On est d'accord. termine avec le réaliste. Pour toi, comment va se dérouler la saison des Raptors? Pour moi, il y aura quand même une limitation en termes de certitude. On l'a dit depuis le début de cette preview, on arrive avec beaucoup de questions, beaucoup d'inconnus. Ça peut cliquer, comme ça peut ne pas cliquer, comme ça peut être un peu compliqué en début, et puis petit à petit, on prend du rythme, mais on pâtit d'un début de saison un peu trop moyen, et du coup, on est sur un bilan tout juste au-dessus de l'équilibre, et auquel cas, ben, on serait dans un play-in qui serait pas forcément un mauvais résultat, mais où on verrait cette progression au fur et à mesure de la saison, que les joueurs assimilent les systèmes de Rajakovic, sa méthode de travail, et que l'entente se développe. Mais je pense qu'il y a quand même moyen de, de faire partie de ces équipes candidates au play-in euh, avec l'avantage du terrain et en arrivant dans ces confrontations à élimination directe avec des forces claires, assumées et des certitudes. Quand on est arrivé au play-in la saison dernière, wow, on était au bout de souffle. On avait presque une hâte, c'était que la saison se termine. Quoi. C'était là, c'était gagner le play-in, d'accord, mais pour faire quoi? Hmm. Pour se faire prendre un 4-1 au premier tour, 4-0 au premier tour, vas-y, la flemme. Quoi. Donc, voilà, arriver au play-in en se disant, OK, on était limité, on n'a pas pu accéder aux playoffs directement, on est obligé de passer par ces matchs à élimination directe, mais on a des choses, des armes
avec lesquels se battre. Les équipes qui sont dans le top de l'Est ont presque envie qu'on se fasse éliminer pour ne pas nous rencontrer. Et c'est... L'équipe un peu à la Miami de l'année dernière, tu sais. Mhm. Cette équipe qui était au play-in, tout le monde s'attendait à ce qu'il passe Atlanta dès le premier match. Il y a eu un accro, mais à partir de là, derrière, Miami, c'était l'adversaire à éviter. Ouais, clairement. Ouais, non, moi je te suis aussi sur mon scénario réaliste. Je pense que les Raptors peuvent être entre la septième et la 10e place. Je pense qu'ils doivent être entre la septième et la 10e place. En réalité, s'ils n'étaient pas en play-in cette année, je serais très déçu. Je pense qu'il va y avoir quand même de l'irrégularité, comme tu l'as dit, du fait d'un nouveau système, d'un nouvel entraîneur, mais aussi d'un manque de spacing qui est évident dans le 5 de départ. Je pense qu'il va y avoir des matchs où c'est compliqué, où même le 5 de départ, par sa maladresse, va peut-être nous mettre dans le trou dès le début et ensuite ça sera compliqué de revenir. Des matchs un peu comme ça, des matchs contre des grosses équipes où tu n'auras rien à faire, elles seront juste trop fortes offensivement, ça va dérouler et puis en attaque tu vas un peu galérer et puis voilà, tu vas les laisser filer. Mais en soi, je pense que comme tu l'as dit, pour moi le scénario réaliste c'est des Raptors autour des 50%, donc à 50% ou un petit peu au-dessus. J'aimerais juste pour marquer le coup par rapport à la progression, par rapport à l'année dernière, que ce soit au-dessus des 41 victoires. Mais comme je l'ai dit, dans mes attentes, je ne m'attends pas forcément à un chiffre. Mais bon, là, l'objectif, c'est de donner un scénario. Donc voilà, autour des 50% de victoires, mais surtout des Raptors qui vont nous montrer des progrès, comme tu l'as dit. En fait, je te suis vachement sur ce scénario-là. Des Raptors qui vont montrer des progrès au fur et à mesure de la saison, notamment offensivement. Et pourquoi pas arriver sur une très bonne dynamique en play-in et comme tu l'as dit, être l'équipe que personne ne veut jouer. Ça serait génial. Et c'est possible. Bon, je pense que moi, je suis pas, de toute façon, en vrai, je suis pas pessimiste sur cette saison des Raptors. Je pense que, je pense qu'il y a vraiment des esprits revanchards, il y a vraiment une volonté de bien faire. Et en revenant à des choses plus simples avec Darko, notamment défensivement, ça sera peut-être pas dingue. Peut-être que justement avoir une défense très conservatrice contre des équipes où il y a des très gros joueurs, bah ça va pas marcher. Forcément, tu vas jouer Jokic. Par le passé, avec Nick Nurse, il envoyait 25 trucs différents sur Jokic, donc au final, ça marchait bien. Peut-être que là, Darko va juste faire défendre Precious et Potel sur lui et qu'il va nous faire la fête et au final, on prendra des défaites. Mais en soi, c'est pas grave parce que au moins les matchs où tu as des certitudes sur les match-up, bah ceux-là, tu auras plus de chances de les prendre. Donc moi, c'est ça ce à quoi je m'attends. Et peut-être qu'il va m'étonner d'ailleurs, Darko, sur sa créativité. Peut-être que là, il nous a juste rien montré, mais qu'il va avoir des adaptations fantastiques. Moi, j'attends que ça, de toute façon, parce que en fait, Nick Nurse m'a habitué à des trucs, qu'on n'avait pas trop vus. Maintenant, tu vois, le box and one, il y a tout le monde qui le fait, alors qu'à l'époque, c'était nouveau. Je trouve que l'année dernière, il s'est caricaturé en, en faisant beaucoup trop de pression sur la balle et en faisant beaucoup trop de prises à deux, de choses comme ça, et que ça a totalement déséquilibré la défense, surtout dans un jeu sans vrai pivot. Quand Polton est arrivé, on a vu que ça a changé les choses parce qu'il y avait ce deuxième rideau pour protéger le cercle. Mais voilà, un peu ce que j'attends de cette saison sur le côté réaliste. Je pense que c'est faisable. Et par rapport au fait tout à l'heure que j'avais posé la question, est-ce que les Raptors sont sous-estimés? En soi, je pense pas, parce que comme tu l'as dit, tu l'as très bien dit, il y a beaucoup de choses sur lesquelles on n'a pas de certitude en fait pour l'instant. Il y a beaucoup de questions, donc c'est normal que les gens qui suivent les Raptors de loin qui n'ont pas vu un peu de près comme nous tout ce qui s'est passé depuis ce début de pré-saison. Et puis ça reste que de la pré-saison, tu peux toujours le remettre en question. C'est normal que les gens aient des doutes et que pour l'instant ils ne sachent pas trop, surtout si tu te bases sur ce qui s'est passé l'année dernière. Mais pour moi, le gros plus, c'est vraiment cette arrivée de Darko Rajakovic. Mais encore, encore faudra-t-il qu'il confirme tous les espoirs placés en lui. On a bien fait le tour de ces scénarios. On se quitte encore un tout petit instant pour le quatrième carton juste après. À tout de suite. Le quatrième carton, et pour ce quatrième carton, on va faire un petit jeu au-dessus, au-dessous. C'est la traduction du over-under qui est très populaire ces derniers temps dans les émissions chez nos amis anglophones, notamment le Raptor Show. Vous savez que je suis un fanatique de l'émission, donc
voilà, je leur ai piqué le concept parce que ça permet aussi, au-delà de faire des pronostics sur des chiffres, de parler de certaines choses. Par exemple, on va commencer tout de suite, Alex. Le nombre de victoires, j'ai fixé la barre à 41,5. Est-ce que les Raptors vont faire mieux que la saison dernière pour toi, au-dessus ou en dessous de 41,5 victoires? C'est dur. C'est très dur. Il est bien ciselé ton over-under. J'ai peur de devoir dire en dessous quand même. Parce que déjà, on en a parlé, il y a beaucoup d'incertitudes pour démarrer cette saison. On a très peu de conviction et de se dire, OK, on peut compter là-dessus, ça on sait que ça marche, ça on sait que ça marche, ça on sait que ça marche. On a tellement d'inconnus et on sait qu'on est capable de telles choses, de très bien, mais on est aussi capable de très mauvais. Et du coup, sur quel pied on va démarrer la saison? On a un nouveau coach, on a un nouveau meneur, on a aussi des situations contractuelles très cheloues, on ne sait pas trop où ça va. J'ai même là, tu vois, on n'en a pas parlé, mais donc on sait que Pascal Siakam, Gary Trent Jr. et Oji Anunoby à l'heure actuelle seront agents libres cet été, non restreints. Precious Achiuwa, a priori, sera agent libre restreint, lui, cet été. Donc c'est encore à ajouter aux incertitudes. Et pour moi, il y a trop de choses. J'ai peur que le début de saison soit moyen, voire très moyen, et que du coup, même si ça va aller en s'améliorant, on accuse un peu ce petit retard à l'allumage et qu'au final, on soit peut-être à 38 ou 39 victoires, tu vois, tout juste en dessous de l'équilibre. Mais pour moi, c'est le scénario le plus probable, je dirais, qui me semble le plus probable. Ok, ok. Ben, moi, je vais être un petit peu plus optimiste, mais je pense pas que ça sera bien au-dessus de 41. Mais allez, je vais partir sur 42, 43 par là. Je dis au-dessus. Je l'ai décrit dans le scénario réaliste. Je pense que on peut faire un petit peu mieux que la saison dernière, mais j'entends les petits doutes et les interrogations. Et c'est vrai que le début de saison peut être très poussif et peut donner du retard par rapport au bilan, par rapport à ces 50%. Donc je l'entends, ça ne me choque pas que tu me dises que tu sois en dessous. Moi, mon en dessus, il n'est pas bien au-dessus, hein, de toute façon. Donc voilà, mais c'est intéressant, c'est bien de ne pas être d'accord aussi, c'est cool. Non, complètement. Ensuite, le classement au ratio défensif. L'année dernière, les Raptors étaient 13e. Donc, je l'ai fixé à 13,5. Donc, est-ce que les Raptors seront mieux classés que ça ou moins bien classés? Est-ce qu'ils seront soit encore 13e ou en dessous? Je vais dire mieux classé. Donc, alors peut-être aller en bordure top 10, 10 ou 11, parce que on a vu que l'année dernière, l'ajout de Puttle a fait beaucoup de bien et a amélioré les ratings à partir de son arrivée juste à la deadline. Donc je dirais que si on repart avec ce genre d'attitude, on peut viser une place dans ces eaux-là, en bordure de top 10 défense. Je te suis complètement. Moi, je mets au-dessus. Je pense que les Raptors doivent être dans le top 10, peut-être bas du top 10. Après, comme on l'a dit, c'est dans le scénario optimiste ils seront plus hauts, mais ils se doivent parce que, comme tu l'as dit, l'arrivée de Paul Tull l'année dernière, on avait tout simplement l'une des meilleures défenses, hein. Donc, Mm. après, les préceptes ont changé, donc on ne peut pas s'attendre à ça sur toute une saison en plus. Mais je pense que on doit attendre des Raptors qui soit mieux classé défensivement que la saison dernière. Et la réussite de la saison va passer par ça. À l'inverse, Ouais, et puis c'est offensivement, quelque chose, excuse-moi, je te coupe, c'est quelque chose qui m'a beaucoup frustré l'année dernière, c'est mmh. qu'on n'était pas en réussite, on était en manque de confiance. Et j'avais un petit peu cette frustration de me dire, mais pourquoi est-ce que on revient pas aux bases? Pourquoi est-ce qu'on se dit pas, OK, ça marche pas, on arrête d'être dans le fantasme, on arrête de vouloir trop forcer, de vouloir surjouer, on revient à ce qu'on sait faire, on joue un basket simple mais efficace. Et pour moi, ça passe par une défense solide, sérieuse, concentrée et solidaire. Et j'espère que c'est quelque chose que l'arrivée de Rajakovic va insuffler, cette volonté de dire on arrête de se prendre pour les meilleurs intercepteurs de partout, d'avoir une philosophie trop extrême. On est peut-être un peu lambda, un petit peu pas flashy,
mais on travaille et on est sérieux et on se dit ça c'est quelque chose qu'on peut contrôler. Il y aura des soirs où oui le meilleur joueur en face sera sur une autre planète. Il y aura des soirs où on va tomber sur des Phoenix Suns où ce sera peut-être Kevin Durant qui va nous mettre la misère, peut-être ce sera Devin Booker, mais ça va arriver que 2 soirs dans l'année, ou peut-être plus avec d'autres joueurs évidemment, mais il y a une volonté quand même, il y a un paquet d'équipes dans cette ligue où Toronto peut se dire ok, défensivement on peut être très sérieux et on peut être la meilleure défense sur ce match. Il y a un paquet de soirs où Toronto a les moyens de se dire ça. Ouais, totalement d'accord. On passe à l'attaque. À l'inverse, étonnamment, les Raptors avaient une meilleure attaque que leur défense. Le ratio, on était 11e. Je l'ai placé à 10,5. Est-ce que les Raptors peuvent se faire une place dans les 10 meilleures attaques de la ligue? J'ai du mal avec ça, j'ai du mal à voir ça. Pour moi non, dans le sens où on peut critiquer sur la saison de Fred VanVleet l'année dernière, mais c'était à l'image de tous ses autres coéquipiers quasiment une saison hors de la normalité, c'est-à-dire qu'il nous a habitués à tellement mieux. On sait qu'il est capable de tellement mieux, et ça n'a pas été le cas. Mais ça n'a pas été le cas pour quasiment tous les joueurs de cet effectif. On a perdu Fred VanVleet cet été. On se plaignait déjà de ne pas avoir de spacing, et on perd Fred VanVleet contre rien. Qu'on remplace numériquement par Schroeder, qui n'est pas un shooter, qui n'apporte pas qui ne compense pas la perte du spacing que pouvait apporter VanVleet. Parce que même si VanVleet rentrait pas ses shoots, quand il était présent sur le terrain, les joueurs d'en face ne le laissaient pas tout seul. Fallait contester ses shoots, fallait le défendre, etc. Ce qu'on n'aura pas cette année. Et c'est ce genre de choses qui va pour moi être un problème. Même si les autres joueurs font mieux, même si Gary Trent Jr. augmente ses pourcentages, même si Scottie Barnes est plus impactant sur toute la longueur des matchs, même si Siakam reste à évoluer à un niveau assez impressionnant, même si Poeltl continue à être en double-double tous les soirs, en 15 points, 12 rebonds, quasiment tous les soirs, ça risque d'être compliqué. Donc je dirais moins bien que la 10e attaque. Je suis d'accord. Et je pense que c'est même pas. Pour moi, si les Raptors arrivent à se faire une place dans les 10 meilleures défenses, ils n'auront même pas forcément besoin d'être dans le top 10 des attaques par rapport à nos attentes, hein, bien sûr. Parce qu'on ne joue pas le titre, Bien sûr. on joue pas forcément les playoffs directement ou quoi. Ça, c'était notre scénario optimiste. Mais moi, j'aimerais déjà, dans un premier temps, si les Raptors, ils peuvent être moyens en attaque, ne serait-ce que autour de la 15e place, mais que au moins leur moyen en attaque, c'est pas comme l'année dernière, ils sont 11e parce qu'ils sont ultra agressifs en défense, qui font plein d'interceptions et qui vont tous au rebond offensif, mais qu'au final, l'attaque, elle ressemble à rien. Je préfère qu'ils baissent un petit peu, mais que l'attaque sur demi-terrain soit bien plus intéressante, quitte à être 15e attaque et être dans le top 10 des défenses. Pour moi, ça me va, donc je te suis, je mets en dessous aussi. Je ne pense pas qu'on sera dans les 10 meilleures attaques de la ligue. Il y a beaucoup d'autres équipes qui ont beaucoup plus de potentiel à ce niveau-là. Tu as parlé du spacing et tout ça, on ne va pas revenir dessus. Donc, je te suis complètement. Alors, autre chose, le true shooting. Les Raptors étaient 25e la saison dernière, le pourcentage de true shooting. Donc, c'était pas très bon du tout. Mon over-under, c'est juste est-ce que les Raptors seront capables de passer au moins dans le deuxième tiers de la ligue à ce niveau-là. Donc, il est à 20,5. Donc, si c'est au-dessus, c'était plus dans les 10 moins bonnes équipes, tu es au moins dans le milieu du pack là. Qu'est-ce que tu en penses? 20,5. Non, pour moi, ça va rester plus ou moins semblable à l'année dernière. On l'a dit, il n'y a pas eu d'amélioration particulière en termes d'effectifs entre la saison dernière et cette année. Ce qui peut éventuellement aider, c'est que, alors je sais pas, dans le true shooting, je sais plus si les lancers francs sont pris en compte ou pas. Non, Non. je ne crois pas. Donc tu vois, c'est ce genre de choses, ça faisait partie des axes qu'on devait améliorer par rapport à la saison dernière.
qu'on peut améliorer parce que de toute façon, vu ce qu'on a pu voir sur la pré-saison, tu l'as dit, on a l'air d'en provoquer plus que l'année dernière. Mais non, je pense pas que ça s'améliorera sur ce plan. En tout cas, pas de manière extrêmement significative. Ok, ouais, donc on passera pas au-dessus de la 20e Non, place. non. Mais ça fait partie de ce qu'on disait. Hein. On ne pense pas que l'attaque, de toute façon, sera meilleure du jour au lendemain. Tout à fait. Je pense qu'il va y avoir du mieux, notamment du fait qu'on va supprimer tous ces tirs à mi-distance qui sont souvent pas non plus les plus favorisés dans ce true shooting-là, je crois. Euh, Ce qui pourrait l'améliorer, c'est le fait que les Raptors aillent plus au cercle, mais comme tu dis, c'est peut-être au niveau des lancers francs qu'on va gagner. Je pense pas qu'on sera extrêmement meilleur à 3 points. Donc en soi, je te suis. Ça va peut-être être mieux, peut-être qu'on va monter 22, 21, mais je ne nous vois pas rentrer dans le deuxième tiers niveau shooting. J'espère qu'ils nous prouveront le contraire, mais je te suis là-dessus. Je suis pas super chaud. Ça reste pas une des forces de l'équipe et on verra. Ça sera une bonne surprise si c'est le cas. On refera le point à la mi-saison, je pense. On fera un petit point sur ces over-under. Je vais le poster aussi sur les réseaux sociaux en faisant des petits sondages pour voir ce que pensent les gens. Dans la même veine, le classement du pourcentage à 3 points, on était 28e l'année dernière. Est-ce que, pareil, 20 et demi, est-ce que tu penses qu'on va passer dans le deuxième tiers? Non. Je pense que j'ai pas besoin de m'étaler plus que ça. Ou alors, Gary Trent Jr. se transforme en Stephen Curry, tu vois, mais on n'a pas de vrai spécialiste shoot. Enfin, je veux dire, on mise nos espoirs au shooting sur un rookie et sur un joueur en année de contrat. Donc, on sait très bien que c'est un peu à double tranchant. Donc, non. J'espère une amélioration parce que 28e shoot, équipe en efficacité, en pourcentage à 3 points en 2023, c'est se tirer une balle dans le pied. Mais non, pour moi, déjà, si on arrive à se rapprocher de cette 20e place, déjà, ce sera du très positif. Tout pareil, tout pareil. Je, rien à ajouter. On va pas s'épancher là-dessus. On va continuer. Classement des rebonds offensifs. Les Raptors ont fini deuxième la saison dernière, juste derrière Houston. Donc c'est pas forcément toujours un bon signe. C'est les équipes qui ratent beaucoup de tirs au final. Euh, Toujours dans le top 5, j'ai mis à 5,5. Ou est-ce que les Raptors vont être plus conservateurs à ce niveau-là et redescendre un petit peu selon toi? Je pense qu'on va redescendre un peu. Alors, peut-être pas à sortir du top 5, mais parce que de toute façon, on a des joueurs grands. Ça, on n'arrête pas de le répéter. 6'8, 6'9, c'est un peu le running gag de Toronto depuis 2-3 ans. Mais on va peut-être moins shooter de loin à outrance. On va peut-être moins insister là-dessus. Euh, et, et, et provoquer plus de lancers et plus ce genre de choses, plus jouer proche de la peinture. Donc je dirais qu'on prendrait moins de rebonds offensifs, mais comme tu l'as dit, en prendre beaucoup n'est pas forcément une bonne chose. Mhm. Donc en dessous, on Ouais, redescend du top 5. ouais. Moi, je pense qu'on va y rester, mais j'espère que ça ne sera pas parce qu'on shoot à outrance, comme tu l'as dit. Je pense qu'on a encore les moyens d'en faire partie. On va descendre certainement parce que, comme tu l'as dit, sélection de shoot différente et tout. Mais allez, j'ai bon espoir qu'on reste quand même parmi les meilleures équipes au rebond offensif. Je pense que, comme tu l'as dit, il y a vraiment des candidats à aller chercher des rebonds offensifs parce que même Grady Dick, qu'on a récupéré, qui n'a pas forcément athlétiquement dingue, on voit qu'il a un sens du rebond offensif. On a pas mal de joueurs qui sont vraiment bons à ce niveau-là. On a Scotty Barnes qui, souvent, il rate un tir, il prend son rebond à lui derrière et il le remet. Rien qu'à lui seul, il peut en prendre deux trois faciles. Tu as les petites claquettes de Poltel, tu as toujours des bouchers, Achua, Siakam, même Oji qui mettent de la pression. Donc, Jalen McDaniels qui est assez long aussi. Donc, allez, moi je reste sur le au-dessus. On sera toujours top 5 au rebond offensif. Surtout qu'on a parlé qu'on n'allait pas avoir des bons pourcentages et tout ça. Donc, je pense qu'il y a moyen de continuer. Classement des interceptions. On était premier. Est-ce qu'on reste pareil dans le top 5 des interceptions? 5,5 au-dessus ou au-dessous? En dessous, je dirais. À mon avis, on va descendre.
Déjà parce on l'a dit, changer de philosophie défensive, on va être beaucoup moins agressif sur les lignes de passe. On a aussi perdu Fred VanVleet, qui était très bon en interception dans les mains des big men. Exact. Donc voilà, on a toujours Giannunobi qui est très très bon dans ce rôle-là. On a toujours Gary Trent Jr. qui a cet instinct un peu, qui aime bien ce genre de choses. Mais comme on l'a dit, on va rester plus conservateur. Rester premier de la ligue, ça c'est sûr que non. Descendre du top 5, ça ne me surprendrait pas, et j'ai presque envie de dire pourquoi pas, si à contrario notre rating défensif est meilleur. Je te suis. Je pense qu'on sera en dessous et ce sera une bonne chose. Pas de plus à dire. Le classement aux passes décisives, on était 23e l'année dernière. Volonté de plus se passer la balle. Est-ce que les Raptors seront au-dessus de 20,5? Est-ce que les Raptors vont passer au moins dans le deuxième tiers? Oui, je pense. Je pense parce que là aussi, on a l'air d'avoir changé de mentalité, de philosophie offensive. D'autant plus que si on a parlé, si on a effectivement ce dont on a parlé tout à l'heure, un Dennis Schroeder qui passe sixième homme au cours de la saison, son nombre de passes décisives pourrait augmenter parce qu'on aura des shooters autour de lui. Donc ouais, je pense qu'il y a moyen de rentrer dans le top 20 en termes de nombre de passes décisives par match. Je suis d'accord aussi, j'ai pas grand-chose à ajouter. Je pense que le ballon va mieux tourner, il y aura moins d'ISO et quoi qu'il en soit, ça va apporter plus de passes décisives. Ne serait-ce que même sur les contre-attaques, mieux gérées. Je pense que tout ça, ça va permettre. L'attaque va pas être fou, hein, folle non plus. Hein. Faut pas non plus penser qu'on va être les les Warriors, hein, mais je pense que ça va mieux tourner. C'était quand même très caricatural la saison dernière, beaucoup d'ISO, beaucoup de hero ball, comme tu l'as dit, des pick and roll où ça finit par un tir au lieu de servir l'intérieur. Donc je pense que ça va mieux tourner et on peut espérer être dans le deuxième tiers. Si on est autour de la 15e place, ça sera très bien. On termine avec, j'ai une petite pique à la fin de chaque. Là, c'est les over-under collectifs et après, c'est les individuels. Le classement des minutes du banc par match, à ton avis, on était combien? Les minutes du banc, oh, on était Ouais, loin. on était Oh, on dernier. était loin. Ouais, voilà, c'est ça. On était tout simplement dernier. Dernier, je m'y attendais quand même pas, mais ouais, c'est vrai Ah, on que. était dernier, bon dernier. Est-ce que selon toi, les Raptors vont dépasser les 20,5 aussi? Est-ce que les Raptors vont remonter dans le deuxième tiers parmi les équipes qui donnent plus de temps de jeu à leurs remplaçants? Ah, bah, j'ai envie de dire que oui, vu les déclarations de Rajakovic, vu ce qu'on a vu en pré-saison, même si ça reste de la pré-saison, donc on essaye de préserver les joueurs. Je pense qu'il y a moyen. Je pense qu'il y a moyen de rentrer dans ce genre de classement. On est une équipe avec, comme on l'a dit, un groupe de 6-7 joueurs, et avec le reste très homogène. Ils peuvent tous prétendre plus ou moins à quelques minutes. Donc ouais, je pense qu'il y a moyen. Je te suis complètement là-dessus. Je pense que Darko a, donné sa philosophie d'entrée de jeu. Ça, on l'a vu, ça a contrasté énormément avec Nick Nurse. On dirait que c'était même préparé quand il a dit ah non, moi c'est 10 joueurs, j'aime m'appuyer sur mon banc, etc. On verra si ça porte ses fruits. Hein. Peut-être qu'il va donner raison à Nick Nurse. On va trouver que tous les remplaçants ils sont pas bons et que en fait on comprenait pourquoi Nurse ne les faisait pas jouer, notamment Malakai Flynn. On verra bien, mais il y a la volonté et je pense que ce sera fait. Et, et puis maintenant, il va falloir voir ce que ça donne. Mais je te suis, je dis au-dessus, on va remonter au-dessus de la 20e place. Allez, on va terminer avec des over-under individuels pour parler de certains joueurs. On a beaucoup parlé de Pascal Siakam qui peut jouer une place dans les All-NBA Team et qui pourrait choper le méga max dans ce cas-là. Mais va-t-il pouvoir scorer, par exemple, autant que l'année dernière? L'année dernière, il était à plus de 24 points. Est-ce qu'il va marquer plus de 22 points? J'ai fixé le au-dessus, en dessous à 22 points. Pour toi, est-ce que Siakam va marquer plus ou moins de 22 points? Oui, je pense que oui. Je pense qu'il peut rester au-dessus de ces 22 points. Parce que si autour de lui ça fonctionne mieux, certes, il aura moins de la responsabilité de porter l'attaque à 100% sur ses épaules,
Mais d'un autre côté, ça va aussi lui ouvrir plus d'espace. S'il arrive à aller provoquer plus de lancers et à en mettre plus lui aussi, je pense que tout ça mis bout à bout, ça peut lui permettre de rester au-dessus des 22 points de moyenne. Je suis d'accord. Je pense en fait que Siakam, il va être plus efficace en fait cette saison. Cette nouvelle attaque, ça va lui supprimer tous ces tirs forcés. Parfois, il les mettait, hein, bien sûr, et je pense qu'il en aura encore quelques-uns. Quand il sera chaud, Darko ne va pas hésiter à lui donner des ballons de toute façon. On en a vu sur le dernier match, il y a eu quelques ISO quand même, parce qu'ils ont vu qu'il y avait des match-ups favorables, notamment au Anunoby face à Poole, même si ça n'a pas forcément bien marché au début de match. On a vu qu'il n'aime pas les ISO, mais si tu as des match-ups à exploiter, et je pense que sur certains matchs, si Siakam est chaud et qu'il voit que tout rentre, il aura les ballons. Donc je pense que dans cette attaque-là, il aura moins la balle en main, mais il sera plus efficace. Et je le vois rester au-dessus des 22 points par match. Une évidente ensuite, je pense qu'on ne va pas passer 30 minutes dessus, quoique j'ai bien placé le petit curseur. Est-ce que Siakam va jouer plus de 35 minutes selon toi? Ou moins, plus ou moins que 35 minutes. Plus, mais pas beaucoup. Il sera pas dans ce délire à la Yanis Antetokounmpo qui joue 30 minutes et qui est déjà en triple-double. Tu vois, il sera jamais à ce niveau-là, je pense. Donc, plus de 35 minutes, mais allez, ça va se jouer à 36, 37. Et puis, surtout, ce sera pas à aussi grosse intensité, avec autant de responsabilités et avec une quantité de ballons et de fatigue aussi élevée. Je pense qu'on sera sur un nombre de minutes conséquent quand même, mais j'allais dire plus dilué, je ne sais pas si c'est le bon terme, en tout cas moins éprouvante pour lui. Après, Gérée d'une façon différente. j'aurais dû te donner le chiffre de l'année dernière parce qu'en fait, il était leader de la ligue avec 37 minutes la saison dernière. Ouais, bah tu vois, pour moi, il sera un petit peu dans ce range-là, peut-être entre les deux, tu vois, mais pas avec la même gestion, pas avec la même intensité nécessaire à chaque instant. Mhm. Mais tu le vois quand même au final avoir un gros temps de jeu parce que entre 35 et 37, là, ça te fait rentrer malgré tout dans les plus gros temps de jeu de la ligue. Donc, quand même, tu penses que Darko voit en lui un joueur vraiment important et qu'il va quand même garder un gros temps de jeu. Oui, je pense, parce que on a bien vu que, en tout cas sur cette pré-saison, Scotty Barnes sortait très tôt dans les matchs et Siakam était très longtemps présent en début de match. Jouait parfois même tout le premier quart-temps. Donc, ouais, je pense que le nombre de minutes sera quand même conséquent. On a besoin de lui. C'est quand même, encore une fois, notre meilleur joueur. C'est un double All-Star. Enfin, voilà, c'est à un moment donné, on ne peut pas se passer de lui. On n'a pas l'effectif pour. Ça sera à surveiller. Moi, en fait, j'ai mis le 35, mais je me suis mis une balle dans le pied parce que j'aurais dû mettre 35 et demi parce que je pense qu'il va être autour de 35. Il aura un gros temps de jeu, mais 2 minutes en moins par match, ça peut être conséquent. Et comme tu dis, mieux géré. En fait, je pense que ça sera. On aura un Sakam bien plus en forme. Bah, je vais dire en dessous du coup, mais parce que j'ai mis 35, j'aurais dû mettre 35 et demi. Mais il sera pas loin des 35, je pense. Ça va être dans ces eaux-là. On verra, on verra. On va poursuivre la question suivante. Scotty Barnes, tiens, un truc intéressant. Combien de triple-double Scotty Barnes cette année? J'ai mis à 2,5. J'ai pas mis énorme. Est-ce que tu penses qu'il va en faire plus de 2 ou moins? Moins, je pense. J'ai du mal à voir Scotty Barnes enchaîner les matchs à plus de 10 passes. Prendre 10 rebonds, ça oui, ça va lui arriver. Mettre 10 points, évidemment. Mais faire un gros match à plus de 10 passes, faudrait vraiment que ça se passe extrêmement bien, que Schroeder passe sixième homme et que ses facultés d'organisation de jeu soient vraiment folles très tôt pour pouvoir atteindre ce genre de choses. Je le vois mal faire plus de 2,5 triple-double cette année. Ok, ça se tient. Moi, je te suis aussi. Je pense que c'est pas encore un passeur assez prolifique sur demi-terrain pour atteindre régulièrement les 10 passes. On sait qu'il va en faire énormément sur contre-attaque et c'est d'ailleurs pour ça qu'il a un Schroeder à ses côtés pour l'instant, hein. Alors oui, comme tu le dis, c'est si tout va bien et que petit à petit il se sent vraiment bien dans le système et que c'est lui qui devient le meneur de jeu titulaire et que Gary est l'arrière à ses côtés, pourquoi pas, mais même dans ces cas-là, j'ai du mal à le voir jumper à ce point parce qu'il était à quoi? À 5 ou 6 la saison dernière?
par match. Ouais, mais même ça, déjà, tu vois, s'il arrive à refaire ça, Déjà? déjà, c'est très, très bien. Non, je crois que je l'ai Déjà, vu avoir un souvent, Scotty Barnes qui il tourne à était à 6 ou 7, 4 l'année dernière, je crois. ouais, plus de 5, je trouve ça beaucoup, hein. Ouais, c'est déjà beaucoup. Si déjà il tourne à 5-6 passes cette saison, ouah, très bien, très très bien, très encourageant. D'autant plus avec l'effectif autour, qui je rappelle ne fait pas partie des effectifs les plus talentueux de cette ligue. Donc non, faire des triples doubles, c'est quand même aujourd'hui très très loin d'arriver. Parfait, je te suis là-dessus. On enchaîne, on a bientôt terminé. Oji Anunoby, combien de points pour lui cette année? 16,5. L'année dernière, je crois qu'il était à 17 quand même, ou à 16, je ne sais plus exactement. J'ai mis entre les deux. 16,5 plus ou moins pour Oji? Plus, surtout si Gary Trent Jr. effectivement sort du banc, si ça s'éternise, on va avoir besoin des points d'Oji. Donc pour moi, je dirais plus. Il veut plus de responsabilités, je pense que ça c'est clair, il n'y a pas de fumée sans feu, les rumeurs et tout, il est en année de contrat. Si son pourcentage à 3 points se maintient, s'il va provoquer plus de lancers, pour moi, il peut faire plus, il faut qu'il fasse plus. Donc pour moi, au-dessus de 16,5, t'as dit? 16,5, ouais. Ouais, au-dessus de 16,5. Pas forcément, il va peut-être pas monter à 20 points par match, mais plus de 16,5, ouais. C'était ma question. Est-ce que tu le vois passer vraiment un gros step à plus de 20 points ou c'est juste 17, 18, 19 par là, mais ça sera toujours une progression? Disons que j'ose espérer qu'on ait 4 soirs sur 5 Siakam et Scotty à plus de 20 points par match. Si je rajoute Oji, ça fait 3 joueurs à plus de 20 points. Là, on est déjà sur des bases de 60 points sur 3 titulaires. Déjà, on déroule, quoi, hein. Là, On c'est est du pas mal, hein. big là. Tu rajoutes 15 à 20 points de Gary Trent Jr. en sortie de banc. Waouh, mais on joue le titre, là. Donc, doucement, on va se calmer. Je pense qu'il va tourner, allez, je dirais plus de 16,5, mais ça va se jouer à pas grand-chose, hein. Ouais, bah c'est pareil de mon côté, je dirais plus, mais je pense que ça sera 17, peut-être 18, mais Mm. enfin, même Il y 18, aura, ça serait. il y Même aura des 10. soirs où Oji va nous sortir une grosse soirée au shoot, il va être injouable et il va passer les 20 points. Mais ça va pas être sur toute la saison. Ouais, ok, on est d'accord, parfait. On continue. Jakob Poeltl, 9 ou plus au niveau des rebonds. Il était à combien l'année dernière? Il était à 9. euh, euh, Je dirais moins. J'ai parlé de la baisse des rebonds offensifs. Je pense que avec le nombre de minutes qui devrait bouger aussi peut-être, euh, allez, je dirais moins. Avec une défense aussi qui va être plus stable, plus posée, je dirais moins. Mais encore une fois, il va rester dans des standards, costauds, hein. Il va nous sortir des doubles-doubles, il va être là, hein. Moi, je vais tricher un petit peu. Je vais dire plus, mais je pense qu'il sera à 9, quelque chose en fait. En Mhm. gros, il va se maintenir à ce qu'il faisait là. Je Oui, pense. bah moi je dis moins, mais je le vois à 8,5, tu vois. Donc Voilà. voilà, il est très bien ciselé, hein, ton over-under. Bah, c'est ce qu'il a fait l'année dernière en arrivant, et c'est à peu près ses moyennes en carrière, donc ouais, Mhm. c'était pas évident. Pour rester sur Poltel, par contre, on a beaucoup parlé de lui en tant que plus sollicité en tant que passeur. Il était seulement à 2. Est-ce que tu penses qu'il va faire plus de 2 passes décisives ou moins de 2 passes décisives? Moins. Enfin, pas plus que l'année dernière, en fait. Beaucoup de monde vante ses facultés de passeur. Il en a, il a une vision, il a de bonnes mains et il est capable de trouver ses coéquipiers quand il coupe vers la raquette. Mais le problème, c'est qu'autour de lui, je suis pas certain que ce soit encore une arme favorite de Toronto. Donc, ça va arriver de manière épisodique, mais ce sera pas permanent. Ok, bah moi pareil, je triche un peu, je dis un peu plus, mais ça sera 2, quelque chose, mais je pense pas qu'il puisse. C'est pas Marc Gasol non plus, je pense pas qu'il Non, puisse avoir cet on est d'accord. impact-là. Après, si c'est le cas, on sera les premiers contents, hein, mais Oui, Darko bien a l'air sûr. de voir ça chez lui, mais sur la pré-saison, j'ai pas vu ça, j'arrive pas à imaginer Non, moi non comment plus. tu peux faire passer l'attaque par lui, surtout que tu as plein de créateurs autour déjà, donc Et en fait, j'ai même envie de te dire, je vais même aller plus loin que ça, sur cette pré-saison,
les phases de jeu où Puttle est au large avec le ballon en main, Mhm. je me dis, mais pourquoi? Mais qu'est-ce que tu fais là? Et il y a des fois, je regarde le défenseur en face de lui, je dis, mais pourquoi tu es aussi près? Ouais, Laisse-lui de la liberté, il n'y a pas de problème, hein. c'est ça. Donc, ouais, j'ai un peu de mal avec ça. On va passer, il reste 3 questions. Le nombre de matchs titulaires pour Dennis Schroeder, je l'ai mis à 41. C'est-à-dire à partir de quand il passe sur le banc, s'il passe sur le banc. Mais si tu le vois pas passer sur le banc, tu peux dire plus de 41 aussi. Je vais dire, allez, on va être optimiste, je vais dire moins. Parce que pour moi, je veux que ça se passe bien. Je veux que Gary Trent Jr. prenne sa place dans le 5 pour les bonnes raisons. Pas de manière obstinée parce que j'adore Gary ou quoi que ce soit, parce que je veux que ce soit ce qui marche, parce que j'ai envie que j'aime ce groupe de jeunes là, composé de Scotty Barnes, d'Odi Anunoby, de Gary Trent Jr. J'aime bien l'énergie qu'apporte Grady Dick, l'engouement autour de lui. Et je veux que ça marche. Et avec un Gary Trent Jr. en année de contrat, je veux qu'on arrive au moment des négociations tous sur la même longueur d'onde. C'est-à-dire, OK, Gary Trent Jr., c'est un titulaire en NBA et il veut rester à Toronto et Toronto veut le garder. Je veux qu'il y ait une espèce d'alignement des planètes dans ce scénario, donc je vais dire moins. Très bien, très bien, très bien. Moi, j'hésite sur cette question-là. C'est vraiment dur de se prononcer maintenant parce qu'on a vraiment l'impression que Darko aime beaucoup Schroeder et que c'est vraiment son meneur. Euh, je sais pas si ça va pas prendre plus de temps que cela pour qu'il change les choses. Ça va dépendre de Scotty aussi, comment il va gérer l'attaque. On l'a dit aussi, est-ce que Gary finira la saison à Toronto? Il y a plein d'inconnus à ce C'est sujet, ça donc c'est très aussi. difficile de se prononcer. Je vais dire plus juste pour dire l'inverse de toi, mais j'ai pas d'argument en vrai. C'est trop l'inconnu et cette question, elle était trop compliquée. On termine avec Gary Trent, justement, ses points. Parce que quand même, il tournait à 17 points la saison dernière. Et comme tu l'as dit, là, si on attend 20 plus pour Barnes, 20 plus pour Siakam, 17 pour OG, à combien tu vois Gary plus ou moins de 17? Moins. Moins parce que les minutes vont être beaucoup plus diluées, déjà, premièrement, si on tourne à 10 joueurs par soir. Parce qu'il va falloir qu'il s'ajuste peut-être à différents rôles, avec différents groupes de joueurs avec lui sur le terrain. Euh, Parce que l'attaque va être moins sur du shoot à mi-distance aussi, on sait qu'il aime beaucoup ça. Euh, Parce qu'il y aura encore des soirs où je pense son adresse va être un peu en dents de scie. Des soirs où il va être très bon, des soirs où il va être pas dedans et ça va juste pas rentrer. Donc je vais dire moins. Je Mais dis, je serais sur moins de 17 points, mais une impression positive. C'est-à-dire que c'est moins de 17 points, mais des bons pourcentages sur la saison entière et un impact de se dire ah ouais, putain, Gary Trent Jr., il fait une saison, un début de saison en sortie de banc et une fin de saison en tant que titulaire. Heureusement qu'il était là pour Toronto. tu m'as volé les mots de la bouche, c'est exactement ce que j'allais dire. Désolé. Dire moins, mais avec une meilleure efficacité. Et j'espère avec des chiffres à la passe en augmentation, avec des meilleures décisions, du playmaking qui s'améliore et beaucoup plus d'efficacité, même si, comme tu le dis, ça reste un shooter microwave un petit peu, où on sait que sur certains matchs, ça ne rentrera pas. Mais comme tu l'as dit, Darko, il veut aussi élargir sa rotation. Donc, je ne serais pas étonné que si Gary, ça ne rentre pas, il va appeler Grady et lui dire allez, là il y a du relais à prendre ou autoporteur ou en tout cas des joueurs qui sont capables de shooter. Donc ouais, je te suis. Moins de 17, mais plus d'adresse et plus de passes décisives pour moi. Et la dernière question, Darko Rajakovic prendra-t-il plus ou moins de 10 fautes techniques cette année? Moins quand même. J'ai l'impression qu'il a l'air plus calme, plus posé, qui frappe pas autant de vagues que Nick Nurse en faisait. Déjà parce que c'est un coach débutant, donc il va se concentrer sur d'autres choses. Donc je dirais moins. Parfait, moi aussi c'était juste la petite pique pour Nick Nurse. J'ai pas réussi à trouver les chiffres, mais j'avais trouvé un truc de 2019. C'était déjà la mi-saison et Nick Nurse était leader de la ligue avec Ouais. 7. Donc à mon avis, 10 c'est déjà beaucoup quand même. Donc Ouais, mais je Nick suis, je Nurse, dès pense sa que première année, on a bien vu qu'il était très vocal, très expressif. Donc, ouais, c'est ça. Donc là, ouais, 2019, je pense que c'était en décembre, un truc comme ça. Donc c'était sur la deuxième saison après le titre.
Donc, ouais, il était déjà à 7 en étant leader. Donc, il a dû finir à une quinzaine, je pense. Donc, 10. Ouais, je suis d'accord, il sera en dessous d'Arco. Bah, c'est parfait. En tout cas, on a terminé cette preview. J'espère que vous l'aurez apprécié. N'hésitez pas à commenter pour donner votre avis là-dessus, hein, sur tout ce dont on a discuté avec Alex. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à nous suivre sur les réseaux. On va être bien présent cette saison. En tout cas, merci à toi, Alex. Merci Mike, merci de l'invitation et bonne saison à tout le monde. Bonne saison à tout le monde et comme on dit toujours quand on se quitte, let's go Raptors. Lowry for three.